merci d'être là si nombreux. Je suis Jessica Corvedo, responsable des pôles Solidarité et Droits culturels au Garage Moderne. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous aussi nombreux ce soir. À travers la réparation et le réemploi, la cuisine, la solidarité et l'action culturelle, le Garage Moderne est un lieu de rencontre, d'émancipation et de développement de l'esprit critique et citoyen. Dans le cadre de notre aide alimentaire, nous considérons que notre mission ne se limite pas à donner à manger aux plus démunis, mais au contraire que cette action solidaire représente le point de départ d'une réflexion visant à défendre la démocratie alimentaire sur Bordeaux. Pour cela, nous développons depuis plusieurs années des occasions de rencontres, de discussions, de pratiques et de festivités pour sensibiliser et réfléchir ensemble aux enjeux nous menant vers une alimentation plus saine, plus durable et accessible pour tous. C'est dans cette dynamique que nous accueillons aujourd'hui ce grand oral des municipales. Cette rencontre est le fruit d'un collectif citoyen, une réunion de personnes engagées dans le milieu associatif, le fruit d'une coalition qui a formulé en quelques semaines des questions et des propositions et qui ainsi témoigne de la force d'un réseau d'acteurs. Cette rencontre est organisée en toute indépendance, car ce sont les associations présentes ce soir qui ont uni leurs forces et leurs moyens pour connaître les différents plans pour lesquels chacun, chacune devront voter. Et enfin, cette rencontre est organisée pour défendre la souveraineté alimentaire. Lorsque les personnes qui cultivent notre nourriture ont parfois encore moins de revenus que les personnes qui bénéficient de notre aide alimentaire, il devient évident que le système agroalimentaire actuel est défaillant. C'est donc parce que cela relève de notre responsabilité à tous, consommatrices et consommateurs, associations, entreprises et pouvoirs publics, que le Garage Moderne a accepté d'accueillir ce grand oral et de se rallier à cette belle coalition. Cette union des forces est à l'initiative de l'association VRAC. Je laisse donc Donatien vous présenter pour qui, pourquoi et comment cet oral a été imaginé. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Donatien Lervillet, je suis chargé de mission au sein de l'association VRAC Bordeaux. En effet, étant témoin quotidien de la gravité de la situation et de l'urgence, en effet, nous avons décidé il y a quelques semaines de créer ce collectif de la fourche à la fourchette pour porter ce plaidoyer à l'occasion des élections municipales. En effet, à quelques semaines des élections municipales, le constat est alarmant, terrifiant. On choisira les mots qu'on veut, mais en tout cas, c'est une situation qui fait vraiment froid dans le dos. On a un système agroalimentaire qui, globalement, fait disparaître les paysans et les paysannes, en les enfermant dans une spirale de l'endettement, de la course au volume. Dans le même temps, on a de plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à se nourrir. On ne parle même pas de qualité, mais qui n'arrivent plus à se nourrir, et évidemment qui n'arrivent pas à accéder à une alimentation de qualité. Et donc évidemment avec les maladies que cela génère. On a plus 160% de diabète en 20 ans, l'obésité qui a explosé, qui s'installe durablement dans notre pays. Et tout ce système, il tient grâce à des financements publics, puisqu'il y a près de 50 milliards d'euros d'argent public tous les ans qui sont dépensés pour maintenir en fait ce système agroalimentaire qui dysfonctionne. Et auquel s'ajoutent 20 milliards d'euros d'argent public tous les ans pour compenser les dégâts en fait causés par ce système agroalimentaire et donc évidemment avec les dépenses de santé, les dépenses liées à la dépollution de l'eau. Et donc ici aussi au niveau local, la situation s'aggrave. On voit qu'il y a trop nombreux quartiers qui sont privés d'une offre de qualité au niveau de Bordeaux et de la métropole. Il y a de plus en plus de foyers qui n'arrivent pas à bien se nourrir. Il y a les paysans maraîchers en Gironde qui ont du mal à s'installer, qui ont du mal à durer et à développer leur activité. Entre 88 et 2020, la métropole bordelaise a perdu plus de 2/3 de ses fermes. On n'est pas là uniquement pour critiquer, pour dire tout ce qui ne va pas, ce qui a été mal fait. On a construit des revendications, des propositions concrètes en fait, qui sont réalistes et ambitieuses pour interpeller donc les candidats et les candidates à la mairie de Bordeaux. On sait que des chantiers ont été engagés ces dernières années à niveau de la ville de Bordeaux, au niveau de la métropole. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est, pour les 6 prochaines années, être aux côtés des futurs élus et aux côtés de vous, habitants, habitantes, pour co-construire ces politiques, encore une fois, qui soient ambitieuses à la hauteur de l'urgence.
Donc nous sommes des paysans, paysannes, épiceries solidaires, restaurants associatifs, groupements d'achat, mouvements citoyens, associations de lutte contre la précarité et associations d'usagers de la santé, mais aussi des initiatives de solidarité alimentaire. Bref, nous sommes des mangeurs et des mangeuses organisés. Je voudrais finir en insistant sur le fait que l'alimentation, ça a une fonction bien plus importante qu'une fonction biologique, ça a une fonction sociale, culturelle. Parce que, oui, c'est prendre soin de son corps, mais c'est aussi se connecter à l'autre en reconnaissant sa propre dignité et la dignité de la personne qu'on a en face. Et donc, par exemple, lorsque la langue ne nous le permet pas, c'est à travers l'alimentation, la cuisine, que l'on se rend compte qu'on crée du lien et qu'on fait du commun. Et donc, partout où la précarité alimentaire grandit, partout où nos associations sont affaiblies, en réalité, c'est la société tout entière qui se fragilise. Je vais maintenant lister le collectif d'associations, avant de donner la parole à Zazie Tavitian, le collectif d'associations qui ont organisé cette soirée, mais pas que, qui a co-rédigé une tribune et qui travaille et qui travaillera, j'espère, avec vous dans les prochaines semaines. Donc de la fourche à la fourchette. Confédération paysanne Gironde, AgroBio Gironde, l'Association girondine pour l'agriculture paysanne, Impact Nouvelle-Aquitaine, Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine, les incroyables comestibles de Mérignac, la Bulle, le laboratoire d'initiatives alimentaires de la Benoge, le Galas, le Local Attitude, Épisole, Pessac, Gargantua, Graines de Solidarité, Supercop, Vrac Bordeaux, Centre Social Bordeaux Nord, le Secours catholique, la délégation de Gironde, la cantine Le Petit Grain, la cantine associative Le Petit Parc, la Fourmilière, Ygraine, Diamant des Cités, Acclimataction et enfin l'association des diabétiques de Gironde, évidemment le garage moderne. Voilà, donc je pense qu'on on représente un large spectre de personnes ce soir. Et donc je finis en donnant la parole à Zazie Tavitian qui est journaliste et autrice spécialiste des questions d'alimentation, créatrice de nombreux podcasts et notamment on peut la trouver sur France Inter dans la chronique de Zazie Tavitian et qui montre vraiment comment l'alimentation c'est à la fois du quotidien et en même temps c'est un sujet très politique. Merci beaucoup et passez une bonne soirée et merci mesdames et messieurs les candidats de la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne me représente pas, vu que Donatien l'a très bien fait. L'idée, c'est que cet événement, il permette aux paysannes et aux paysans, aux structures associatives de la solidarité alimentaire qui, tous les jours, travaillent sur le terrain et connaissent bien le sujet, aux mangeuses, aux mangeurs, aux citoyennes, aux citoyens bordelais, bordelaises, d'interroger les candidats à la mairie de Bordeaux et d'obtenir des réponses sur leur programme, notamment des réponses sur comment obtenir un accès digne de toutes et tous à une alimentation saine et durable. Alors ce soir, nous avons 5 candidats invités. Nordine Raymond de la liste Faire Mieux pour Bordeaux, Delphine Jamet, représentante de la liste de Pierre Urmic, le maire sortant, tête de liste de Bordeaux en confiance, Alexandra Sari, représentante de la liste Faire Gagner Bordeaux de Thomas Cazenave, Emmanuel Julien de Rouge Bordeaux anticapitaliste et Nicolas Pereira, représentant de la liste L'Optimiste est une force de Philippe Dessertine. Voilà, il y avait aussi malheureusement d'autres groupes comme Lutte ouvrière, Bordeaux en lutte ou Union de gauche qui nous ont contactés, mais malheureusement vu le peu de temps qu'on a et le nombre élevé de candidats à la mairie de Bordeaux, on a dû faire des choix. Alors vous allez constater le timing qu'il est très serré. On a 3 thèmes à aborder qui seront à chaque fois présentés par des membres des associations qui pourront évoquer leur expérience et poseront directement leurs questions aux candidats. Je vous rappelle les thèmes ce soir. Le premier, ce sera démocratie alimentaire, le deuxième, solidarité alimentaire et le troisième, agriculture paysanne. Donc chacune et chacun des candidats aura 4 minutes pour répondre aux questions et exposer son programme. Et nous aurons un temps d'échange pour le public à la fin. On va vous faire passer des post-it pour que vous notiez vos questions pour que ce soit un peu plus rapide et efficace. Et durant ces 4 minutes, pour vous, candidates, l'idée c'est vraiment d'être concret sur vos programmes, les solutions que vous souhaitez apporter, les moyens par lesquels vous allez y parvenir. Alors je sais qu'on est en période électorale, mais on va essayer aujourd'hui d'être dans un discours clair, bienveillant, apaisé, ça fait du bien parfois. Je dirais même plus que c'est peut-être plus audible pour toutes les personnes qui sont là pour vous écouter. Je précise aussi que tous les candidats et candidates ont été tirés au sort pour leur ordre de passage et qu'on a ce petit jouet là devant vous qui en fait est très utile, qui va indiquer le temps. Quand c'est dans le rouge, vous n'avez plus qu'une minute, en gros. Voilà. On va passer tout de suite au premier sujet, démocratie alimentaire.
Nous allons parler de démocratie alimentaire, donc comment donner aux citoyennes les moyens de prendre en main leur système alimentaire, comment leur donner les moyens de s'organiser pour une production, une distribution et une consommation de nourriture plus juste, socialement et environnementalement, et comment faire en sorte que les plus précaires puissent en profiter aussi. Donc pour cela, j'appelle Chantal à venir, Sandra aussi, et peut-être Cindy viendra un peu plus tard. Et pareil pour vous, vous savez que votre temps est compté. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je m'appelle Chantal, je fais partie d'un groupement d'achat de produits bio et frais de l'association VRAC à la Maison Popote à Floirac. VRAC, ce sont des groupements d'achat dans les 10 quartiers de la métropole qui existent depuis 10 ans, permettant à la population des quartiers populaires d'avoir accès à des produits secs, donc exemple huile, farine, lessive et produits d'entretien, et une fois par mois, ça c'est une fois par mois, et des produits frais, légumes, fruits et œufs, une fois par semaine, en fonction des revenus de chacun. Cela permet une accessibilité au plus grand nombre à des produits sains, locaux ou bio. Nous sommes en relation avec des producteurs régionaux et chaque adhérent est engagé à des actions de bénévolat au moment de la mise en place de l'épicerie. Les valeurs de VRAC sont égalité, sensibilisation, cohésion sociale et cadre de vie. Très bien. Très bouteille. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de Local Attitude. Donc, Local Attitude a été créé il y a 10 ans à la suite du constat de la précarité grandissante de la population du Grand Parc. Un groupe d'habitants s'est mobilisé pour construire un projet d'association prévoyant un jardin partagé et une épicerie solidaire gérée collectivement, essentiellement par des bénévoles. La mission de cette association est de permettre à ses adhérents de se nourrir sainement, quel que soit leur revenu, tout en respectant l'environnement. L'épicerie est ouverte à tout le monde. Nous avons environ 500 adhérents actuellement, dont une centaine environ de familles adressées par les services sociaux qui bénéficient de 50% de réduction sur leurs achats et sont invités à rejoindre le groupe des bénévoles. Nous sommes implantés donc au centre du Grand Parc. Nous avons 2 salariés et depuis peu, 3 personnes dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée ont trouvé ici un endroit pour réintégrer le monde du travail. Notre groupe achat, formé de bénévoles, sollicite des producteurs locaux et sélectionne des produits de qualité. Notre groupe animation organise de nombreux ateliers cuisine. Nous animons aussi au pied des immeubles à la demande des bailleurs. Local Attitude collabore avec de nombreux partenaires du quartier. Nous constatons l'effet fédérateur et apaisant de nos actions sur nos adhérents et la vie du quartier. Bien sûr, tout cela représente beaucoup de travail et d'énergie. Pour pouvoir fonctionner, nous avons besoin du soutien des pouvoirs publics et de l'apport de subventions stables. Bonjour, je suis Cindy, bénévole à l'épicerie solidaire Local Attitude. Précarité, à quand le droit de manger pour tous? L'état de notre société se dégrade. Entre honte et résignation, beaucoup de Français ont le mal de vivre. Comment pourrait-on vivre dignement compte tenu de la flambée des prix dans tous les aspects du quotidien? La précarité naît déjà de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille malgré un emploi en CDI. Or, les inégalités sociales s'accentuent et avec elles, les préjugés sont légion. Dans les quartiers populaires, nous serions flemmards, profiteurs et notre situation résulterait de notre fait. Les métiers les plus précaires sont aussi ceux qui nous sont réservés. Un BTS, une licence, ne suffisent plus à garantir un emploi. Quartier populaire ne veut pas forcément dire inculte et qui n'a pas fait d'études, seulement qui nous embauche. Les hôtels pour faire le ménage ou la plonge, les collectivités pour les mêmes raisons, les entreprises et associations de services à la personne. Les classes moyennes ne sont pas épargnées avec l'angoisse de la perte de leur emploi, autrefois gage de sûreté financière. Quand arrive le chômage pour cause de licenciement pour inaptitude ou économique, où vont ces publics refoulés à qui on fait comprendre qu'ils ne sont plus rentables sur le marché du travail? La perte d'un emploi entraîne la perte de revenus, l'isolement, une descente aux enfers vers la rue pour certains et après.
Le chômage peut durer des années, le RSA après un SMIC ne peut combler à lui seul les besoins alimentaires primaires. En avez-vous conscience? On ne choisit pas de devenir précaire, on l'est quand il n'y a plus de réponse sociale pour nous aider. La dignité est mise à mal quand on doit choisir entre se nourrir, se chauffer, se loger ou se soigner. Pour y faire face, il y a tout un parcours de combattants avec les administrations. Il faut expliquer sa situation, pourquoi on en est arrivé là, se prendre la stigmatisation et les diverses réflexions en pleine figure et faire profil bas car sinon les conséquences peuvent être lourdes. On en arrive à un chantage alimentaire, un quota d'aide financière, un profil prioritaire, mais la priorité n'est pas claire. Heureusement, il y a des associations qui œuvrent pour répondre à la précarité en aidant les personnes qu'elles accueillent à retrouver une dignité et en redonnant un sens à leur existence grâce à la solidarité. De même, il y a des dispositifs qui permettent de soutenir un public abîmé par la progression de la précarité. La sécurité sociale alimentaire a fait déjà ses preuves. Les structures autorisées à mettre en place ce projet ont vu arriver un public qui n'aurait pas acheté des aliments bruts bio de première nécessité tels que des fruits et légumes de producteurs locaux sans ce dispositif. Sans producteur, pas de nourriture. Or, une personne en bonne santé coûte moins cher à la société et la nourriture y participe grandement. Il a été démontré que ces actions s'avèrent beaucoup moins onéreuses pour l'État qu'une population malade, car comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition tue. Maintenant, on va avoir Dominique et François, vous allez pouvoir revenir notamment des caisses locales d'alimentation et poser vos questions aux élus. Bonsoir, donc nous sommes Dominique du Grand Parc et François de la Benauge. Nous sommes expérimentateurs depuis 2 ans de la sécurité sociale de l'alimentation. Cette sécurité sociale repose sur 3 piliers pour lutter contre les inégalités alimentaires et pour la démocratie alimentaire. Ces 3 piliers sont l'universalité, la cotisation selon ses moyens et le conventionnement de produits selon une charte écologique et sociale qui comprend la juste rémunération des producteurs. Nous fonctionnons avec une caisse commune qui concerne 400 foyers en Gironde, à Bordeaux et à la campagne, en Sud-Gironde, Pays Foyen, Et voilà, sur les 80 caisses communes qui fonctionnent actuellement en France, celle de Gironde est pionnière sur le regroupement de personnes qui habitent en ville et de personnes qui habitent à la campagne. L'aide alimentaire actuelle repose sur les invendus, les surplus et les subventions qui ne s'adressent qu'aux plus précaires. La sécurité sociale de l'alimentation défend un nouveau droit universel comme celui de la santé. On ne choisit pas d'être en bonne santé. On ne devrait pas subir son alimentation. Le système actuel ne permet pas aux agriculteurs de vivre dignement tout en proposant du bio et du local. La sécurité sociale de l'alimentation crée un débouché garanti pour les producteurs. Financer la SSA aujourd'hui, c'est réduire le coût de la sécurité sociale de demain. Alors, lorsque vous serez élu demain, serez-vous prêt à poursuivre l'expérimentation de la Gironde et serez-vous favorable à la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire pour soutenir à la fois le pouvoir d'achat des familles et la transition agricole sur notre territoire? Merci. Ça va être à vous, candidat, de répondre à cette question. Voilà, plus largement, si vous avez une question précise aussi sur le sujet de la démocratie alimentaire, si vous avez des choses que vous comptez mettre en place dans vos programmes. Donc je vous donne l'ordre, c'est Nordine Raymond qui commence avec cette question. Ensuite, ce sera Emmanuel Julien, Alexandra Sari, Delphine Jamet, puis Nicolas Pereira. Je vous mets le petit... De toute façon, peut-être je vous ferai un petit... Si vous êtes trop long, je vous le dirai. Et je vous mets le petit chrono. En gros, quand c'est dans le rouge, il vous reste 1 minute. Voilà. Est-ce que ça marche ?
Eh ouais, ça marche. C'est parti. Merci, bonjour à toutes et tous. Beaucoup de choses ont été dites, mais la question était très précise sur la sécurité sociale de l'alimentation, donc je vais répondre de manière très précise. Oui, on veut la développer, on veut y participer. On croit que c'est possible en travaillant à l'échelle de plusieurs collectivités, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec le département. Parce qu'il y a, en effet, on a parlé du statut des paysannes et des paysans et de leurs revenus, parce que le modèle global agricole est un modèle qui marche complètement sur la tête. Moi je suis un candidat à Bordeaux, mais je viens de Rochefort en Charente-Maritime, juste à côté de là-bas. Ça fait 15 ans que je suis ici, mais je suis né, je suis élevé là-bas. Et là-bas il y a ce qu'on appelle la plaine d'Olins, peut-être que vous connaissez. C'est un endroit où on fait des céréales dans lesquelles on épand plein de pesticides qui partent après par le port de La Rochelle pour aller directement nourrir du bétail en Amérique du Sud qui nous revient chargé d'antibiotiques. Et on a découvert que là-bas, il y avait des clusters de cancers pédiatriques, c'est-à-dire que nos mômes meurent de notre agriculture et que le développement, on l'a vu aussi en Gironde, vous le savez, autour de l'épandage des vignes et de ces écoles où des enfants tombaient malades à cause de l'épandage, cette agriculture-là est dangereuse pour notre santé, puisqu'elle met en danger et elle crée des cancers. Elle est aussi dangereuse pour les agricultrices et les agriculteurs, les paysannes et les paysans, puisque c'est eux les premiers à souffrir de ces pesticides. Et en plus, elle n'est même pas rémunératrice, c'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas vivre de leur travail. Et nous, qui sommes des consommateurs et qui ne travaillons pas dans les champs, mangeons aussi des choses qui sont dangereuses pour notre santé. Donc oui, je crois que la sécurité sociale de l'alimentation est une bonne idée, une bonne chose, et que ça ouvre aussi des nouveaux droits. C'est-à-dire à avoir droit, parce que je sais qu'on va parler d'aide alimentaire et j'en suis très heureux, mais avoir le droit de pouvoir manger à sa faim, avoir le droit de pouvoir accéder à des produits de qualité, bio, locaux. Et pour ça, il va falloir engager une politique très volontariste à l'échelle de la métropole. Peut-être le savez-vous, on a 2% à peu près, 2% des Bordelais peuvent vivre avec ce qu'on produit à l'échelle de la métropole. Et donc il va falloir qu'on fasse une ceinture nourricière. Et pour ça, il va falloir augmenter et utiliser notamment le droit de préemption pour pouvoir installer des paysannes et des paysans. Je suis stressé par cette chose, donc je le regarde. Il reste 2 minutes encore, vous avez le temps. Pour pouvoir installer des paysannes et des paysans qui puissent avoir accès aux terres, parce qu'ici, dans la métropole, c'est très compliqué d'avoir accès aux terres. Il va falloir les soutenir dans leur installation, soutenir ceux qui ont déjà des terres dans la conversion vers le bio, pour pouvoir produire des choses de qualité, et utiliser la commande publique au niveau des cantines, par exemple, en passant au 100% bio. Nous, on sait qu'il y a déjà eu un effort de la mairie de Bordeaux, mais nous proposons de passer au 100% bio et local dans toutes les cantines. Aussi, à travers la commande publique, en créant un restaurant municipal à bas prix, qui n'est pas là, ce qui est un peu fait ici au Garage Moderne et très bien fait d'ailleurs, et à travers la commande publique, pouvoir aider les paysannes et les paysans à pouvoir vivre de leur travail. Et puis j'en parlais sur l'aide alimentaire, aussi développer les réseaux évidemment d'épicerie sociale et solidaire, notamment en donnant accès à des paniers repas pour les étudiantes et les étudiants. Vous savez sans doute qu'un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim. En donnant des paniers repas aux étudiantes et les étudiants, tout ça en travaillant avec des gens qui travaillent localement, des produits bio et locaux. Je crois que tout ça est très imbriqué. C'est un système qu'il faut casser. On marche sur la tête dans la production alimentaire. En réalité, on ne fait pas de la production alimentaire, on fait de l'agriculture. Là, on devrait produire de quoi nourrir les habitantes et les habitants du territoire. Et donc tout ça, nous le développerons évidemment. Merci. Merci Marcelé. Parfait en termes de temps, désolé ça du stress, mais voilà, il restait même 6 secondes. J'aurai le droit de les réutiliser. Voilà, qui pourront être réutilisés à la fin. Je vous le mets par là. Et oui, donc c'est à Emmanuel Julien maintenant de prendre la parole. Voilà. Merci. Donc à l'instar du précédent interlocuteur, à question très directe, réponse très directe, oui, on est évidemment pour continuer ces expérimentations de sécurité sociale alimentaire et même pour passer à l'échelle, et on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais quand même parler du sujet de la démocratie, parce qu'on est sur le thème de la démocratie alimentaire. Nous, on croit à Rouge-Bordeaux anticapitaliste, on croit fermement qu'il n'y ait pas de démocratie alimentaire possible sans démocratie tout court. Alors, on n'est pas forcément
toutes et tous dans la liste et en termes de sympathisants des expertes du sujet, des expertes et des experts pardon, du sujet. Et on pense que les politiques d'alimentation, elles doivent être construites et faites avec celles et ceux qui savent, donc c'est-à-dire les assos, les experts du sujet, au niveau local mais aussi ailleurs, et avec celles et ceux qui les vivent en fait ces politiques, c'est-à-dire en fait nous toutes et tous qui avons a priori tous besoin de manger, et ceux qui les vivent, ce sont aussi les agricultrices et les agriculteurs qui produisent et qui sont directement impliqués par les politiques qui sont choisies. Dans la liste, on croit aussi énormément à la démocratie directe. Et donc, pour reprendre le sujet des expérimentations de sécurité sociale alimentaire, on voit que ça marche en fait. On voit que quand on donne aux gens l'espace, les moyens, le temps de s'investir sur ces sujets, les gens ont des attentes qui sont hautes et que les gens ne choisissent pas en fait la malbouffe ou les pesticides sciemment comme ça par plaisir. Non, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit notamment avec les mobilisations énormes qu'il y a eu contre la loi du plomb en version 1. Et d'ailleurs, au sujet de la démocratie, avec une nouvelle loi du plomb qui doit revenir, on est un peu sur un déni de démocratie. Donc c'est aussi remettre de la démocratie, non seulement alimentaire, mais aussi à toutes les échelles, impliquer les citoyennes, les citoyens. Et donc on voit que la prise en main collective de ces sujets, elle permet de sortir de la culpabilisation individuelle. Donc ça a été dit en introduction, avec notamment au niveau sanitaire, l'obésité, le diabète et également des cancers. Enfin, il y a tout un tas de choses qui augmentent énormément. Et en fait, donc je me répète, mais c'est vrai que quand on donne aux gens les moyens de s'auto-organiser, quand on donne aux gens les moyens de s'investir en fait de ces sujets, il y a toujours plus de force dans le collectif que par des décisions qui sont vraiment très verticales, très descendantes et imposées en dehors des réalités locales et des réalités individuelles de tout le monde. Et pour finir, un autre sujet qui pour nous aussi se rattache au sujet de la démocratie, c'est comment on éduque, comment on sensibilise, et à tous âges. Donc effectivement, à l'école, par des ateliers, des choses qui sont déjà faites, continuer à faire des choses comme ça, généraliser ce genre de choses, donner le choix aux enfants, peut-être, leur apprendre ce que c'est la démocratie, le fait d'avoir le choix, et aussi à tous âges, donc plus tard, pour continuer à sensibiliser les gens, les habitants, les habitantes à ces sujets de démocratie et d'alimentation. Merci. Alexandra Sari. Merci beaucoup. Pardon. Sabotage. C'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous et puis merci pour l'organisation de cet événement. Alors moi peut-être je représente la liste de Thomas Cazenave, mais vous dire que moi je suis petite fille d'agriculteurs et de viticulteurs, et vous êtes peut-être nombreux dans cette salle à l'être aussi, que par ailleurs j'étais adjointe aux affaires sociales et que je me suis occupée de solidarité alimentaire, et que dans ma vie professionnelle je m'occupe d'une direction de l'enfance et donc de la restauration scolaire. Je pense que c'est important aussi de dire qu'on est ici à Bordeaux-Maritime, qui est une terre d'éducation populaire et de démocratie, ici particulièrement. Ici, au Garage Moderne, c'est aussi un lieu qui incarne ces enjeux de participation citoyenne. Et puis je voudrais citer tout de suite la MIAM, la maison des mangeurs et interculturels de l'alimentation, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais participé au lancement de cette MIAM avec des habitants qui avaient présenté leur démocratie alimentaire. Et pourquoi je veux parler d'eux? Parce que ça fait longtemps qu'un certain nombre de citoyens et d'habitants dans la ville, bien avant les institutions, c'est aussi le cas de Local Attitude,
ont porté ces sujets de démocratie alimentaire, et c'est grâce à ces participations citoyennes que des choses se passent dans les collectivités. C'est comme ça qu'il y a eu le projet alimentaire de territoire à la métropole. C'est comme ça, par exemple, parce qu'il y a eu une convention citoyenne à l'échelle nationale, qu'il y a des stratégies nationales qui se mettent en œuvre. Donc bien sûr, la vraie démocratie d'usage, pas la démocratie de façade, celle qui est vécue en profondeur par les gens, ça fait avancer les sujets. Alors nous, très concrètement, qu'est-ce qu'on porte ? On porte la nécessité absolue de travailler sur l'éducation. Et donc l'éducation des petits, sur la question de l'empreinte carbone, l'éducation au goût, la convivialité, dans le projet éducatif de territoire, c'est-à-dire avec des vraies formations communes, parents, enseignants, tissus associatifs qui prennent en charge les enfants dans le péri et le parascolaire, aider les enfants à comprendre, à avoir un esprit critique, à comprendre qu'on peut choisir ce que l'on mange, d'où ça vient, comment les choses se portent, pour qu'ils puissent aussi nourrir les discussions avec leurs parents. Donc ça commence pour le plus jeune âge. La deuxième chose, soutenir le tissu associatif et notamment les centres d'animation, les centres sociaux, les maisons de quartier, qui ont des cuisines, qui n'ont pas toujours les équipements nécessaires pour que les gens mangent ensemble, apprennent à faire la cuisine ensemble, travaillent des matériaux bruts et sains, et fassent aussi société en faisant l'apprentissage de la cuisine. Troisième chose, les messages clés, c'est-à-dire il y a le grand tabou des végétariens. Et il faut pouvoir à un moment aussi parler du fait que eh bien, les protéines végétales, c'est aussi quelque chose qui est sain et qui permet d'être nourri correctement. Et dernière chose pour rester dans le temps, il y a 2 lieux totémiques à Bordeaux qui méritent d'être beaucoup plus valorisés pour mettre aussi l'alimentation et la gastronomie au cœur de nos envies et de notre compréhension, qui sont le Mine, qui doit être beaucoup plus rattaché au cœur des quartiers et ouvert à toutes ces structures au cœur des quartiers. Et il y a le marché des Capucins, le ventre de Bordeaux, qui doit être réhabilité et qui doit nous donner la possibilité d'accéder à ce marché, à plus de produits, et doit renvoyer aussi le fait que l'identité du Sud-Ouest et de Bordeaux, c'est la bonne alimentation. Et je me permets juste sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est oui. Voilà. Delphine Jamais, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis pas candidate, je le dis, je suis là pour représenter Pierre Urmic, et il m'a fait l'honneur de me proposer de le remplacer puisqu'il met en pause sa campagne à cause de la gestion de crise des crues actuellement, au moins jusqu'à vendredi. Donc je vous présente ses excuses de ne pas être là. Et moi j'ai coordonné et je coordonne le programme, et il s'avère que je suis adjointe au maire de Bordeaux et je suis présidente de la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac et femme d'agriculteur. Je voudrais commencer par dire qu'il y a énormément de choses qui ont été dites ce soir, mises en place. La sécurité sociale alimentaire et pas que le département de la Gironde, c'est la ville de Bordeaux et le département de la Gironde qui l'ont mis en œuvre, effectivement, et qui est une expérimentation. L'enjeu aujourd'hui pour la sécurité sociale de l'alimentaire est de passer à l'échelle, très clairement, et de passer à l'échelle au niveau national. Aujourd'hui, ce n'est pas un territoire, une ville, un département qui va réussir à faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès à la sécurité sociale alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale alimentaire n'est pas que pour les personnes précaires, mais bien pour tout le monde, pour que tout le monde ait accès, comme aujourd'hui, nous avons tous accès à la sécurité sociale médicale. Et donc c'est ça l'enjeu de la sécurité sociale alimentaire. Donc l'enjeu se joue au niveau national, très clairement. De cette expérimentation lancée en 2024, il ressort des choses intéressantes et aussi des façons de faire qui ont permis de faire évoluer énormément de choses. Donc nous, sur quoi on s'engage, c'est d'aller vers ça. On ne s'engage pas pour financer complètement une sécurité sociale alimentaire à l'échelle de toute la ville de Bordeaux. C'est impossible financièrement. La ville n'est pas en capacité de porter cela toute seule, et même avec le département de la Gironde, et donc il faut être réaliste sur ça, mais on s'engage à porter des projets et soutenir bien entendu les associations sur ces sujets
au quotidien comme nous le faisons depuis 6 ans. La démocratie alimentaire, c'est effectivement pouvoir choisir, accompagner, éduquer à l'alimentation, pouvoir permettre aux personnes de cultiver aussi, de pouvoir donner des lieux de culture. On n'a pas parlé des jardins potagers et des jardins familiaux qui sont un élément de base aussi pour accéder à une culture, à une agriculture saine et locale. Pour ça, il faut faire des analyses de sol aussi, hein, donc on le fait au quotidien. Très clairement, on a ces enjeux-là qui sont apportés encore plus forts et plus hauts, notamment pour laisser des espaces de culture aux Bordelaises et aux Bordelais. Mais ça va aussi, et surtout, pour que les citoyens et les citoyennes puissent accéder à cette alimentation saine, c'est aussi réapprendre à cuisiner. Et ça, c'est un enjeu majeur d'éducation pour sortir de l'agro-industriel et sortir des plats cuisinés tout faits et donc de la malbouffe. C'est bien réapprendre à cuisiner et c'est ce qu'on souhaite mettre en place avec des cuisines solidaires et c'est ce qu'on a fait dans le cadre des relais popotes qui 12 ont été labellisés. C'est ce qui est fait dans le cadre de mutualisation des espaces municipaux, c'est ce qui sera fait encore, de mutualiser plus des espaces municipaux pour mettre à disposition par exemple les cuisines des échoppes seniors qui le soir sont fermées mais qui peuvent être ouvertes pour les associations de maraudes pour préparer des repas, pour des citoyens et des citoyennes qui veulent apprendre à faire des repas. Donc l'enjeu aujourd'hui est celui-ci, il est bien entendu éducatif et c'est ce que nous faisons. Et sur la part végétarisme, aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que le conseil municipal des enfants goûte toutes les nouvelles recettes de la cuisine centrale, végétarienne, et les valide ou ne les valide pas. Si elles ne sont pas validées, elles ne sont pas proposées à l'ensemble des enfants dans les écoles. Si elles sont validées, elles sont proposées. C'est aussi comme ça qu'on permet de faire évoluer les façons de manger et effectivement de regarder ce qu'on a dans notre assiette. Et on passe à Nicolas Pereira pour cette dernière intervention sur ce sujet. Bonsoir à toutes et tous. Merci à l'ensemble des associations qui ont organisé ce moment d'échange. Peut-être pour pas directement répondre à votre question, mais poser le sujet de la sécurité sociale et de son fonctionnement. On trouve l'expérimentation effectivement intéressante, mais à l'instar de ce que disait Delphine Jamet, on voit mal comment ça pourrait passer à l'échelle, dans la mesure où le principe de la sécurité sociale, c'est une assurance qui permet de répondre à un aléa qui n'est pas prévisible. En l'occurrence, je tombe malade, ce n'est pas prévisible. Le fait de manger, par définition, c'est assez prévisible, c'est récurrent tous les jours, même si les gens les plus précaires n'ont pas accès parfois à plusieurs repas par jour, et ça c'est un problème de solidarité. Mais ce principe de sécurité sociale alimentaire nous semble être une fausse bonne idée pour une application générale, dans la mesure où eh bien effectivement, ça ne permet pas de répondre à un aléa, c'est tout simplement un besoin vital qui doit être comblé par soit des revenus qui nous permettent de manger à notre faim, soit effectivement une solidarité. Par ailleurs, le bien manger suppose deux sujets qui ont été un peu évoqués avant. Avoir accès à des bons produits. Avoir accès à des bons produits, ça veut dire faciliter l'accès à Bordeaux, dans la métropole, à des produits qui sont cultivés localement, bio. Je souligne également que le travail qui a été fait par Delphine Jamet au niveau de la cuisine centrale est un travail très important et très positif qu'il faut continuer pour aller vers plus de local, plus de bio sur la cuisine centrale. Mais pour les individus, pour les habitants de Bordeaux, l'enjeu c'est effectivement d'avoir accès à des produits bons et ensuite de savoir les cuisiner. Alors je vais vous partager mon expérience, je ne suis pas un très bon cuisinier et donc parfois, c'est beaucoup plus simple d'acheter des repas préparés, finalement de la malbouffe, hein, même si on a conscience que ça en est, mais parce que en fait, eh bien, quand on nous met un bon produit dans les mains, si on ne sait pas quoi en faire, finalement, bah, c'est quand même pas si simple de bien manger juste en ayant des bons produits. Donc le sujet de l'éducation d'une part au goût dans les écoles. Alors là, pour le coup, on soutient aussi cette idée que l'approche alimentaire dans les écoles doit être soutenue par l'installation de potagers éducatifs dans toutes les écoles. Il ne faut pas faire croire pour autant aux Bordelais que la ville peut être autonome alimentairement, parce que la surface utile agricole de la métropole, c'est 5000 hectares, ça permet de nourrir à peu près 20 000 habitants en végétariens. Pour nourrir l'ensemble de la métropole, c'est 200 000 hectares, soit l'équivalent de toute la surface agricole utile de la Gironde.
Il n'est pas prévu qu'on arrache toutes les vignes, donc à l'évidence, l'autonomie alimentaire n'est pas envisageable pour la ville de Bordeaux sans une coopération très très large avec son territoire. Et donc c'est un des enjeux qui vient ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire accéder au centre-ville la nourriture de qualité et ensuite qu'on permet à tous les habitants de pouvoir s'en saisir par un prix accessible, ce qui nécessite de supprimer le maximum d'intermédiaires. Ça revient sur le sujet de l'agroalimentaire, comment est-ce qu'on va à l'encontre du système agroalimentaire qui est en fait un empilement de marges et donc d'intermédiaires et donc de marges, pardon, et donc qui fait augmenter les prix. Eh bien, on construit des réseaux qui sont des réseaux directs auxquels vous participez, l'ensemble des associations qui sont présentes ici, des réseaux directs qui permettent de réduire le coût final pour le consommateur de cette alimentation de qualité qui est produite au plus proche de la métropole de Bordeaux. Voilà en résumé quels sont les enjeux à notre sens pour ce sujet de la sécurité sociale alimentaire et plus globalement sur l'accès à l'alimentation. Sur la démocratie, pardon parce que c'était quand même le thème de la question, sur la démocratie, pour le coup on est assez favorable à ce que les acteurs qui sont experts, spécialistes, qui sont engagés sur ces sujets coordonnent la mise en place de l'ensemble de ces mesures. Pourquoi ? Parce que solliciter les citoyens sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas experts n'est pas forcément une solution qui est la meilleure. Là où aujourd'hui on a un tissu agricole et de commerçants qui sont en capacité de proposer une réponse en lien avec la collectivité pour permettre un accès à une alimentation saine plus facile et à meilleur prix. Merci à vous. Je laisse dans le public, si vous avez, voilà, pour chacune de ces interventions aussi des choses à la fin à répondre à ça, pensez à prendre des notes. Et on va passer, je suis désolée, c'est assez rapide, on va passer à la solidarité alimentaire. Comment rendre accessible l'alimentation saine, choisie et de qualité à tous dans la métropole de Bordeaux. On a parlé beaucoup de l'éducation alimentaire. Il faut quand même savoir que le premier frein pour bien se nourrir, c'est que ça reste quand même une question financière. Donc c'est très bien les cours de cuisine, effectivement, mais le premier frein, ça reste une question financière. Et finalement, les plats préparés, malgré tout, des études l'ont montré aussi que ça coûte parfois aussi moins cher en termes également de comment faire chauffer ces plats-là, en termes d'accessibilité, etc. Voilà, bref, je passe au sujet d'après. C'est toujours bien de le rappeler. On continue avec notre deuxième thème de la soirée, celui de la solidarité alimentaire. Je le rappelle, dans une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie de juin 2025, 7% des Français déclaraient être contraints de réduire chaque semaine ou presque le nombre de ces repas pour des raisons financières et 16% d'être obligés de s'imposer des restrictions budgétaires en matière d'alimentation. Pourtant, parmi toutes ces catégories de personnes sondées, la qualité, le plaisir et l'équilibre sont recherchés quand il s'agit de leur alimentation. On sait aussi à quel point l'alimentation, au-delà du goût, est un enjeu de santé publique et aussi de lien social, les associations le rappelaient très bien. On constate que des initiatives sont déjà mises en place, mais je vais laisser Alexis et Catherine de Laboratoire d'initiatives alimentaires parler de ce qu'elles font et poser les questions. Bonsoir, donc moi c'est Alexis, je suis responsable cuisine au LIA et voici Catherine qui est bénévole et membre du conseil d'administration du LIA. Le laboratoire d'initiative alimentaire, c'est une association qui agit pour un droit à une alimentation accessible, durable, mais surtout choisie à la Benauge, qui est un quartier populaire de Bordeaux. Ça se passe au travers d'une cantine de quartier, un marché de produits locaux et d'un projet de ferme urbaine. Pour lever les barrières financières, géographiques, mais aussi sociales et culturelles à l'accès à une alimentation saine et durable, le collectif propose le développement de points de vente solidaires de produits issus d'une agriculture paysanne, de proximité, avec une tarification différenciée, afin de créer des lieux d'approvisionnement de qualité dans les quartiers, rassemblant ainsi des personnes de tout horizon. Créer des espaces de type place de village où ça discute lors de groupements d'achat ou de marché. Mais tout ça sans oublier un prix juste.
Un prix juste, c'est un soutien aux producteurs et aux productrices, mais également une accessibilité pour les habitantes et les habitants. Le collectif propose aussi la création et le développement de restaurants et cantines pratiquant une tarification solidaire, lieu de socialisation et d'accès à une alimentation de qualité. Ils sont ouverts à un public mixte puisque s'y rencontrent les riverains, les personnes n'ayant pas accès au restaurant, les personnes sans domicile fixe ou vivant dans des logements indignes, les collègues en réunion d'équipe, les voyageurs de passage, les curieux aussi. Ces lieux soutiennent aussi les petits producteurs et les artisans locaux. Il est donc primordial d'aider à leur implantation et à leur pérennisation dans les différents quartiers de Bordeaux. Pour cela, 2 questions. Quelles aides la mairie va-t-elle accorder aux marchés solidaires et aux restaurants-cantines mixtes? Et quels partenariats peuvent se nouer entre les acteurs paysans, la mairie et les associations solidaires pour que des marchés et cantines soient implantés dans chaque quartier de Bordeaux? Merci beaucoup. Est-ce qu'on rappelle que vous cuisinez aussi Voilà, tout à l'heure, on pourra goûter vos plats. Et ben on va vous laisser répondre à ces questions très précises et c'est encore Nordine Raymond qui a été tirée au sort. Quelle chance. Je ne sais pas si c'est un signe pour les résultats de l'élection. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce qu'ici il fait très froid. Plusieurs choses, je réponds un petit peu quand même à ce qui a été dit avant. J'ai entendu parler beaucoup d'éducation et tant qu'on pensera que le problème c'est que les pauvres ne savent pas cuisiner, on n'aura rien compris au problème. Si on ne comprend pas que le problème il est systémique et que le problème c'est... Et on parlait de démocratie citoyenne. Il y a plus de 2 millions de personnes qui se sont mobilisées pour signer une pétition. Des partis politiques, des associations, l'ordre des médecins, tout un tas de citoyennes et de citoyens. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a jeté ça à la poubelle. Donc c'est aussi... c'est un peu étonnant d'entendre ce genre de choses. Sur les questions bien précises, puisqu'on est sur l'aide alimentaire, qui est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a un pays qui se paupérise. On a 3 enfants sur 10 qui arrivent à l'école sans avoir pris de petit déjeuner. 3 enfants sur 10 qui arrivent le ventre creux, quand on sait ce que c'est dans le développement de l'enfant de ne pas pouvoir manger sainement. On a ici 2500 personnes à la rue, à la métropole, et tant de gens qui chez eux ne peuvent pas se nourrir et ne peuvent pas manger. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de développer un réseau d'épiceries sociales et solidaires dans tous les quartiers pour qu'il y ait un accès à une alimentation saine, équilibrée. Vous savez ce que font les épiceries sociales et solidaires, moi je trouve que c'est vraiment un concept super, c'est-à-dire qu'on fait tous les mêmes courses et on paye pas tous le même prix à la caisse. Et personne ne sait quelle est notre situation sociale, personne ne sait dans quelle situation on se trouve, et pourtant on se retrouve dans un endroit qui est l'épicerie, qui est un endroit essentiel. Donc développer ce réseau-là, et puis développer l'aide aux maraudes et aux associations de solidarité. Moi je suis très fier d'avoir sur ma liste Morty Khalifa, qui est président de l'association Diamant des Cités, qui fait des maraudes dans le quartier de Bordeaux Nord, merci pour lui. Qui est actuellement d'ailleurs au Maroc en train de faire une maraude avec des jeunes du Grand Parc. Et c'est comment on aide les associations qui sont sur le terrain. Ils ont besoin de locaux. Ils ont besoin de pouvoir cuisiner. Il y a des associations qui cuisinent elles-mêmes les plats et pourtant elles n'ont pas accès à une cuisine. Et donc elles ont besoin de pouvoir cuisiner, besoin de locaux, mais aussi besoin d'aide financière. Et là aussi, on pourrait en parler longuement, mais comment est organisée l'aide alimentaire, c'est-à-dire à travers les invendus des grandes surfaces, et comment et du coup on fait de la surproduction. C'est des directives européennes, hein. On fait de la surproduction puisqu'à la fin on sait qu'il y aura des invendus et que ces invendus-là seront rachetés par la banque alimentaire puis donnés aux associations. C'est plus possible de continuer comme ça. Donc oui, la mairie ne peut pas tout, la mairie ne peut pas faire une sécurité sociale de l'alimentation globale sur la ville, mais la mairie peut beaucoup et elle peut surtout accompagner et aider les acteurs de terrain. Et puisqu'on parlait de démocratie alimentaire, je crois que c'est là le rôle des élus. C'est que tout ce que j'ai entendu avant, c'est des gens qui savent comment faire. C'est des gens qui ont des idées. Le problème, c'est que souvent, ils ne sont pas assez soutenus, ils ne sont pas assez accompagnés, ils n'ont pas les locaux, ils n'ont pas le moyen. Souvent, c'est avec leurs propres moyens, dans leur propre cuisine, avec 3 bouts de ficelle. Et justement, puisqu'on parlait des pauvres, moi je viens d'un quartier populaire, c'est comme ça que réside la solidarité. Souvent, on le fait entre nous, c'est l'entraide, et il faut que la mairie se mette le nez là-dedans et s'occupe vraiment de cette question-là, de la sécurité alimentaire. Voilà. Vous avez été même plus rapide. Nicolas Verra, c'est à vous pour cette question-là. Faut que j'attende. Enfin,
Sinon, je vous dis le temps, ce sera peut-être plus simple. Je sais pas si vous regardez vraiment. Si, bah, si vous me le mettez que je le vois, je peux le regarder, mais... Là, il faut attendre 30 secondes, je sais pas comment ça marche. De quoi? Ah oui, alors, j'en profite, c'est une bonne question de me redire chacun de quel parti vous êtes, on me demande, c'est toujours bien de le rappeler, genre, pendant les 20 secondes qui vous restent. Moi, je suis candidat pour la liste Faire Mieux pour Bordeaux, qui est la liste qui est soutenue par la France Insoumise, Couleur Bordelaise, Révolution écologique pour le vivant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le parti d'Émeric Caron et qui donc travaille beaucoup sur l'alimentation, et notamment sur les questions de véganisme et d'antispécisme, et par le parti de gauche. Est-ce que vous allez tous redire de quelle liste vous êtes, ça vous intéresse, ça intéresse le public? Bah oui, allez, allons-y. Alors moi, je n'ai pas d'étiquette politique, mais je suis sur la liste de Thomas Cazenave, qui est soutenu par Renaissance, LR, Modem, Horizon, Parti Radical et Cap 21. J'espère ne pas en oublier un. Donc Pierre Urmic, élu écologiste, donc du parti écologiste, avec le Parti socialiste, avec Nouvelle Donne, avec Génération S, Place Publique et des citoyens non encartés, et le Parti communiste français, pardon, et Génération S. Du coup, Émile Julien, liste Rouge Bordeaux anticapitaliste, soutenue par le NPA. Et je vous relaisse Nicolas Pereira nous dire et puis reprendre la parole sur ce sujet. Merci. Donc Nicolas Pereira, je suis sur la liste de Philippe Dessertine, qui est donc une liste citoyenne. L'optimisme est une force et donc il n'y a pas de parti politique. Pour répondre sur le sujet de la solidarité alimentaire, alors peut-être pour répondre à Nordine, c'est un peu caricatural de dire qu'on dit que les gens ne savent pas cuisiner, que les pauvres ne savent pas cuisiner, c'est pas du tout le sujet, mais l'éducation à la cuisine, c'est quand même un enjeu pour appréhender une alimentation plus saine. Bref, sur la question de l'alimentation, de la solidarité alimentaire. Donc, d'une part, effectivement, la mairie a un rôle qui est celui d'accompagner les associations et le réseau d'associations et d'épiceries solidaires, d'acteurs qui accompagnent et qui soutiennent les personnes les plus précaires. Ça, c'est un sujet sur lequel, effectivement, la mairie doit apporter des moyens. Mais le contexte financier local, national et départemental ne facilite pas le fait qu'on puisse s'engager beaucoup plus, notamment sur le sujet de la sécurité sociale alimentaire. Donc, là où la mairie peut avoir un rôle facilitateur, et je pense que c'est, en tant que collectivité, le rôle principal qu'elle peut apporter, à savoir la mise à disposition de locaux. Effectivement, c'est un enjeu important pour l'ensemble des associations. Comment est-ce qu'on les aide à se déployer plus facilement sur le territoire en accompagnant la mise à disposition de locaux, d'espaces qui leur permettent de tout simplement faire leurs activités d'association. Ensuite, on a effectivement en tant que collectivité, de la même manière, un levier qui est celui pour la mairie, la collectivité, d'ailleurs plus largement la métropole, de pouvoir être moteur sur la structuration d'un réseau d'approvisionnement de produits frais, sains, idéalement bio, à moindre coût parce que c'est en direct des producteurs, j'insiste là-dessus, je le disais tout à l'heure, mais parce qu'en réalité, avoir accès à l'alimentation moins chère, c'est avoir accès à l'alimentation directe. Et c'est un élément central pour réussir à approvisionner ensuite l'ensemble des associations qui peuvent être en capacité d'aider les personnes les plus précaires, mais qui peuvent être aussi en capacité de nourrir les Bordelais au sens large. Donc la solidarité se construit aussi avec les réseaux qui permettent à tout un chacun de s'alimenter. Et effectivement, ça permet in fine, si jamais il y a des surplus qui ne sont pas vendus, eh bien de pouvoir les redistribuer vers la solidarité alimentaire. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif zéro gaspillage partout où c'est possible, puisqu'en réalité, c'est surtout ça le drame, et je pense que là-dessus, Nordine, tu fais bien de le souligner. 30% de l'alimentation que l'on produit, elle est gaspillée à l'échelle mondiale. C'est un gaspillage massif. Le vrai sujet, c'est la logistique de récupération. D'abord,
d'approvisionnement des centres-villes, ensuite de récupération des invendus et de revalorisation de ces invendus vers des publics qui sont les plus précaires et qui n'ont pas accès à une alimentation directement. Voilà comment on souhaite accompagner la solidarité alimentaire. Merci. Il reste un tout petit peu de temps, alors je peux vous poser une petite question. Justement, vous parlez du gaspillage alimentaire. On peut peut-être parler des cantines scolaires. On sait que c'est un endroit où il y a beaucoup de gaspillage alimentaire et c'est aussi souvent lié au fait que les cantines sont plus dans les écoles, mais sont des cantines centrales. Est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose de prévu dans votre programme ? Alors, ce qui est compliqué avec les cantines, c'est que quand la nourriture elle est servie ou elle part dans les centres de distribution, c'est moins facile de garantir qu'elle ne soit pas altérée, on va dire. Donc cette nourriture elle est plus difficilement récupérable. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que à la production, on limite le gaspillage et donc on produit au plus juste le nombre de repas qui sont nécessaires. Dans les cantines, une fois que les enfants ont mangé et que malheureusement ils gaspillent, c'est très difficile de récupérer cette nourriture parce que souvent elle a été distribuée et donc on n'est pas dans un contexte qui est sanitairement maîtrisé. Quand il n'y a pas de cantine sur place, quand les cantines sont sur place, c'est beaucoup plus facile de récupérer. Enfin bref, je m'éloigne d'un sujet, mais c'était pour vous laisser 40 secondes de temps supplémentaire. Et on va continuer avec Alexandra Sari sur ce sujet de la démocratie. Non, de la solidarité. De la solidarité alimentaire. De la solidarité. Suivez. Bon, d'abord, moi je suis très inquiète parce que, en effet, la situation s'est beaucoup aggravée, que le nombre de personnes qui ne mangent pas à sa faim a considérablement augmenté. Et pour moi, le fait qu'il y ait une augmentation de maraude alimentaire, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Alors c'est les gens qui font des maraudes alimentaires sont des gens le plus souvent exceptionnels et d'empathie et de courage parce qu'il faut pouvoir le faire et savoir le faire. Sauf que quand on démultiplie autant de maraudes alimentaires dans une ville, c'est qu'on n'est plus en capacité de loger convenablement des gens qui n'ont plus rien. Donc derrière la question de la solidarité alimentaire, il y a la question des places d'hébergement d'urgence et des lieux d'accueil, de stabilisation, dans lesquels les gens peuvent à la fois dormir dans de bonnes conditions, vivre, manger et bien sûr retrouver l'accès à leurs droits. Donc pour moi, pour traiter la question de la solidarité alimentaire, il faut absolument développer des places d'accueil pour les gens qui vivent dehors. Voilà. Et là, je pense qu'il y a une accélération massive à pousser. Alors les choses sont très complexes, c'est un rapport de force avec l'ensemble des collectivités, mais c'est possible, ça a été fait, ça se fait encore, mais de toute évidence, ça ne se fait pas suffisamment. Donc pour moi, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que, peut-être un petit peu réagir à ce que dit Nordine, précisément, moi, je pense que la question de l'éducation est une question fondamentale. Et donc, je suis aussi, et nous sommes pour le développement de cantines solidaires. Et nous avions créé à cette époque, alors nous, le CCAS de Bordeaux, et donc des experts d'usage, les relais popotes. Et ces relais popotes, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des endroits dans lesquels les publics qui sont en difficulté peuvent faire à manger, peuvent faire des plats qu'ils connaissent avec leurs enfants, et donc avoir le goût de cette cuisine, le goût de la transmission, retrouver aussi cette dignité. Et bien sûr que dans la ville, il nous faut le développement de ces relais popotes, de ces cantines solidaires, mais aussi, il y a des choses formidables qui se passent dans plein de quartiers, Génération Tozin, le cadre de Bordeaux, Gargantua, un peu partout, des endroits où les gens qui sont en difficulté viennent à table manger, pour discuter et aussi pour parler d'autre chose que de leurs difficultés alimentaires. Bien sûr qu'il faut développer ça, et ça revient à mon premier point quand je disais qu'il est impératif de faire en sorte que les centres d'animation et les centres sociaux puissent avoir des équipements de qualité pour accueillir les publics. Et il peut se passer cette éducation au goût, d'où viennent les aliments, comment on les cuisine, comment on les partage, quelle est l'histoire de sa culture au travers de ce qu'on mange et au travers de ce qu'on transmet.
Et ça, pour moi, c'est pas que pour les pauvres, c'est pour tout le monde, c'est pour les pauvres, c'est pour les riches. Il y a un problème d'éducation à l'alimentation. Et c'est là que je pense qu'il y a un énorme travail de formation commune entre les parents, les enseignants et les associations qui s'occupent des enfants. Cette communauté éducative doit avoir la capacité de transmettre aux enfants le goût, la convivialité, parce que vous pouvez aussi faire de très bons repas à la cantine et les enfants ne mangent pas en fait. Parce que la question de la convivialité dans une cantine, elle est aussi très importante. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Et j'insiste aussi beaucoup là-dessus parce que c'est aussi là qu'on pourrait repérer les enfants qui ne mangent pas correctement et les familles qui sont en difficulté, parce que nous pourrions développer de la vigilance au sein des écoles pour essayer de détecter aussi les enfants qui sont en situation de grande Et comment détresse. concrètement, c'est-à-dire en ayant du personnel en plus formé pour ça Eh bien non, si vous voulez, j'ai la chance de piloter une équipe avec des responsables de restauration. Et ce qu'on a beaucoup fait, c'est aussi la dignité de leur métier, c'est plutôt que simplement de servir de l'alimentation, d'être formé à présenter les plats, d'être formé à la provenance des aliments, de pouvoir développer dans la cantine le choix d'un nom de la cantine, de pouvoir développer des petites tables comme sous l'angle d'un petit restaurant de convivialité. Donc moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Bien sûr, il faut pousser ce qui a été... C'est fini ? Oui. Eh bien, c'est fini. Merci beaucoup. Ça va être à vous, Emmanuel Julien, et puis ce sera Delphine, autour de Delphine Janet. Merci. Donc il y avait des questions très précises quand même qui ont été posées. Je vais tenter une réponse en espérant que ça puisse apporter un éclaircissement. À Bordeaux, beaucoup partout ailleurs, mais à Bordeaux notamment, il y a eu un pognon de dingue, l'expression n'est pas de moi, qui a été dépensé dans l'installation de caméras de vidéosurveillance un peu partout dans la ville. Et en fait, c'est une institution qu'on ne peut pas forcément qualifier et taxer de gauchisme, voire d'extrême gauchisme, vu que c'est un peu à la mode en ce moment. La Cour des comptes a elle-même dit que c'était quelque chose qui était inefficace. Donc en fait, l'argent, on peut le trouver pour le réorienter vers des choses qui ont été prouvées comme étant efficaces, vers des gens qui se battent pour plus de justice sociale, pour plus de liens, pour plus de solidarité. Donc voilà, et après je vais reprendre un peu le fil de mes notes. Effectivement, il y a des associations qui reposent beaucoup sur du bénévolat, qui font un travail extraordinaire. Et nous, on pense qu'il ne faut pas que se reposer, en fait, on ne peut pas se reposer sur le bénévolat, sur le temps des gens et sur le bon vouloir de donateurs privés. En fait, on a besoin de solutions accessibles à toutes et tous, bien sûr en s'appuyant sur les assos, encore une fois, sur les sachants, sur celles et ceux qui ont l'expertise. Et on a besoin aussi d'un système qui ne soit pas à deux vitesses, où aujourd'hui il y a des gens qui font des queues interminables pour avoir des dons alimentaires, et d'autres qui ont accès à une alimentation saine, choisie, bio, locale, équitable, etc. Et donc on pense, et c'est ce qui a été dit aussi par les assos, c'est que les mêmes structures doivent pouvoir être utilisées par toutes et tous et ne doivent pas être stigmatisantes. Et au-delà de ça, bien sûr, on pense beaucoup au service public et donc pour nous, l'alimentation est un service public. Alors bien sûr, on sait très bien que tout le monde a besoin de manger. En vrai, on sait aussi très bien que tout le monde va être malade. Il y a très peu de gens qui n'ont jamais été malades de leur vie. Donc je pense que c'est aussi également un service public, l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qu'il faut continuer à faire. Des cantines populaires de quartier, mais aussi généraliser éventuellement la restauration collective publique. À ce sujet, on a, et on parlait en introduction d'universalité, on a les Crous qui vont faire les repas à 1 € pour toutes et tous. Donc c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et s'il y a des questions de financement, encore une fois, il y a de l'argent ailleurs. Encore une fois, il y a aussi des possibilités de tarification différenciée. Donc voilà, et bien sûr les épiceries solidaires aussi, parce que les gens ne peuvent pas aller tout le temps au restaurant, ils sont malades, ils ont envie d'être chez eux, il faut que chacune puisse se nourrir dans la dignité. Donc voilà, et je reviens aussi sur la sécurité sociale alimentaire. C'est quelque chose, pour nous, je le redis, il faut continuer, il faut même passer à l'échelle.
et notamment tacler la question du financement, qui peut être par plein de leviers. Encore une fois, il y a pas mal de leviers, donc on peut parler de taxes sur les activités polluantes, on peut parler de taxes sur les intermédiaires dans l'alimentaire qui captent énormément, l'énorme majorité des bénéfices. Voilà, il y a plein de choses, pardon, j'accélère un peu. Et pour finir mon propos, en fait, nous, ce qu'on pense vraiment, c'est que c'est l'appropriation privée qui est un frein à la solidarité, et ce, à un niveau systémique. Donc il y a des choses qu'on pourra faire à l'échelle locale, des choses qu'on ne pourra pas faire, mais qu'il faut remettre en question. Et ce qu'on défend, vraiment, c'est plus qu'une solidarité, c'est une sécurité alimentaire pour toutes et tous. Jamais, je vous laisse terminer. Ce qui a été dit est exact. Aujourd'hui, les questions d'aide alimentaire n'est basée que sur la surproduction. Donc on a un enjeu fondamental de revoir ce système-là. Et très clairement, on a aussi l'enjeu de sortir de la charité pour aller vers l'accompagnement au plus près du besoin et le choix et l'autonomie des personnes. Donc sur l'aide alimentaire d'urgence, et l'expérimentation sur la sécurité sociale alimentaire a permis aussi ça, c'est de réorienter très clairement les subventions et les financements pour les bénéficiaires du CCAS notamment, pour aller directement dans les épiceries sociales et solidaires, pour aller directement le restaurant du garage moderne, leur repas étaient prépayés, etc., etc. Donc ça, c'est notre façon aussi de travailler sur les questions d'aide alimentaire. L'autre enjeu, et je voudrais quand même rassurer tout le monde ici, aujourd'hui, 97% des élèves à la ville de Bordeaux mangent à la cantine. Donc c'est un vrai service public universel pour l'ensemble des écoliers de la ville de Bordeaux qui, au moins, sont dans le secteur public. Aujourd'hui, ils mangent à 70% de bio dans les cantines, ce qui fait de la ville de Bordeaux la première ville en volume de préfecture à servir du bio à l'école. La loi Egalim, je rappelle, c'est 20%. C'était un choix politique fort qu'a fait Pierre Urmic et volontariste, très clairement, pour donner accès à toutes et à tous à une alimentation saine, au moins une fois par jour pendant le temps scolaire. Dans les crèches, on est passé de 25% à 80% de bio. Pourquoi ? Toujours dans l'optique de donner une alimentation saine aux enfants qui sont dans les crèches bordelaises. Aujourd'hui, effectivement, on a aussi les seniors qui sont dans nos échoppes seniors, on a les seniors qui ont du portage à domicile, qui ont accès à cette alimentation. Et cette alimentation, les critères d'accès et le prix a évolué pour être au plus près des revenus des gens et enlever les paliers qui font qu'on passait potentiellement, on gagnait 30 € de plus et on allait payer 50 centimes de plus et le taux d'effort allait être énorme pour les familles les plus en difficulté. Donc ça aussi, c'est travailler sur la sécurité alimentaire et faire en sorte que les personnes qui en ont besoin aient accès à une alimentation saine et durable dans le cadre de la restauration collective notamment. Bien entendu, il y a toute la question des cantines solidaires, des épiceries sociales et solidaires, et dans le cadre, en tout cas, du prochain mandat, Pierre Urmic s'engage à créer une épicerie sociale et solidaire aux Aubiers, parce qu'il en manque une dans ce secteur-là, à créer une cantine solidaire à Bacalan, à développer encore, qui est en ce moment en cours d'expérimentation, et pour qu'elle soit ouverte plus souvent, à soutenir le LIA et passer à l'échelle sur les fermes urbaines, parce qu'on a lancé aujourd'hui le programme de fermes urbaines tant à la Benoge qu'au Grand Parc. Celle du Grand Parc va sortir très bientôt, celle de la Benoge prend encore un peu de temps, et donc ça, c'est des financements publics qu'il va falloir aussi sortir, donc un enjeu majeur et une promesse électorale, pour le coup, qui sera tenue si nous sommes réélus. Merci à toutes et tous. On va passer maintenant au troisième sujet, et pas des moindres. Donc, le dernier thème de la soirée, c'est sur l'agriculture paysanne. Pas des moindres, je dis parce que c'est la base de tout système alimentaire. Il y a les personnes qui nous nourrissent, donc les paysannes et les paysans. Nous allons donc parler d'agriculture paysanne et notamment nous poser la question de comment la soutenir dans la métropole bordelaise et dans le département.
comme le rappelle le collectif Girondin qui est à l'initiative de ce grand oral ce soir dans son manifeste. Donc il rappelle que 18% des agriculteurs et agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté. Il rappelle également qu'entre 1988 et 2020, la métropole bordelaise a perdu plus de 2/3 de ses fermes et 18% de la surface agricole de la métropole a été artificialisée. Pour parler de ces sujets, je donne la parole à Laetitia de l'association Terre de Liens et à Ndika qui est maraîcher dans le Réolais et qui est membre du comité départemental de la Confédération paysanne. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir aux candidats, candidates. Je ne sais pas comment je me situe. Laetitia, bénévole pour Terre de Liens Aquitaine. Donc, le projet alimentaire local et durable se construit à l'échelle métropolitaine, mais il se concrétise commune par commune, hectare par hectare, notamment à travers les choix fonciers. La question essentielle n'est pas peut-on être autonome, elle est sommes-nous trop dépendants d'un modèle agricole concentré, spécialisé, et parfois éloigné des territoires. Quand je parle de local, je ne parle pas seulement de proximité géographique, je parle de modèle agricole durable, respectueux du vivant, rémunérateur et réellement nourricier pour le territoire. Sans agriculture de proximité, le territoire devient vulnérable. L'enjeu, évidemment, n'est pas de nourrir toute la ville de Bordeaux avec une agriculture locale, mais de conserver une capacité agricole territoriale pour pouvoir choisir le modèle alimentaire de demain. Conserver une capacité agricole territoriale, c'est précisément à cet endroit que Terre de Liens intervient, sécuriser durablement le foncier agricole afin de permettre et faciliter l'installation et ainsi transformer l'épargne citoyenne en hectares. Nous sommes partenaires des collectivités dans cette démarche. Une question se pose, quelle priorité donnons-nous à la terre ? Dans un contexte de pression foncière et d'objectifs de zéro artificialisation, chaque hectare devient un engagement politique. Préserver la vocation nourricière des terres et mettre à disposition des terres, ce sont des choix stratégiques, des enjeux stratégiques pour une commune. Évidemment, des dispositifs sont déjà à l'œuvre, des dynamiques engagées, les communes en lien avec la métropole disposent de leviers d'action. Préserver et débloquer le foncier agricole, c'est construire de réelles options pour l'avenir du territoire. Quelle priorité donnerez-vous à la terre nourricière dans l'exercice de votre mandat? C'est une des questions. Mais ça ne s'arrête pas là. Mettre une terre à disposition ne suffit pas. Encore faut-il la rendre exploitable et permettre aux agriculteurs de rester. Installer un agriculteur, et vous le savez, suppose un écosystème, un volet foncier, accès à l'eau, bâtiments, accès routier. Bref, une véritable viabilisation agricole et un volet installation pour l'agriculteur, logement, conditions de travail et accès au marché. Débloquer du foncier et le rendre accessible est indispensable, mais accompagner les agriculteurs et agricultrices est une condition à la réussite de ce projet. Donc les deux dernières questions, quelles actions concrètes êtes-vous prête à engager pour préserver le foncier agricole, mobiliser ou débloquer de nouvelles terres pour nos agriculteurs et agricultrices? Quelles actions concrètes êtes-vous prête à engager pour rendre l'installation possible dans de bonnes conditions pour nos agriculteurs et agricultrices? Voilà, merci de votre attention. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vais vous interpeller à propos de comment depuis la métropole ou la mairie de Bordeaux, vous pouvez soutenir l'agriculture paysanne. Et d'un côté, vous avez la commande publique avec 23 000 repas jour et un objectif affiché de 70% des produits régionaux. Ça peut représenter un levier majeur pour soutenir nos fermes. Et notre constat aujourd'hui est très mitigé, car l'accès indirect à ces marchés pour les producteurs est très compliqué. Quand c'est possible, c'est aux producteurs et aux cuisiniers de se coordonner directement, en même temps que les appels d'offres sont souvent remportés par des groupes de l'agroalimentaire. Ces groupes ne font appel à nous que pour remplir des quotas de produits locaux. 70-100% des bio dans les cantines, c'est très bien. Mais quand l'argent finit dans les poches des prédateurs du revenu paysan, qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, en plus de la commande publique, il y a la demande de l'accès à des produits locaux et de qualité de la part des consommateurs et consommatrices. Les marchés des plans vents sont pour nous un espace de contact direct entre paysans et consommateurs. Ce sont des endroits privilégiés pour vendre nos productions, mais l'accès à des places dignes dans ces marchés est souvent compliqué pour les producteurs.
Au marché des Chartrons, au printemps, on est 3 producteurs sur quelques mètres linéaires, alors que des revendeurs remplissent la majorité du marché. Il manque des places de qualité pour les producteurs saisonniers, pendant que certains voudraient que ces marchés de platement fonctionnent comme des supermarchés, déconnectés du monde vivant et des aléas de la production. Nous, on est en première ligne du changement climatique. Et la tempête Nils, la crue de la Garonne, nous les rappelle, elle est toujours en cours. Il y a encore un nouvel orage qui arrive ce soir. Et beaucoup de fermes du territoire sont impactées, ils vont peiner à remplir les étals au printemps, alors que nos marchés resteront inondés des produits de l'agro-industrie, souvent importés et hors saison. Notamment, je pense aux fruits et légumes. Et c'est là qu'on font les consommateurs, invisibilisent les difficultés des filières locales. Aucun effort n'est fait pour les pouvoirs publics pour différencier paysans et revendeurs sur les marchés, sensibiliser à l'importance d'acheter directement auprès de nous, même pour les pouvoirs d'achat, ou pour essayer de composer entre les différentes fermes du territoire pour assurer une régularité et un volume adapté aux besoins des citoyennes et des citoyens. Donc j'ai 2 questions pour vous. D'un côté, quelles mesures proposez-vous pour permettre aux producteurs locaux d'accéder à la commande publique selon nos réalités économiques et logistiques, sans avoir répondre à des appels d'offres conçus pour des groupes industriels? Et une deuxième question, quelles mesures proposez-vous pour garantir un accès des consommateurs aux producteurs locaux, y compris saisonniers, et assurer une place juste qui permet la mise en valeur sur les marchés de la ville des produits issus de l'agriculture paysanne? Merci beaucoup. Vous avez de quoi faire une question. Je vais vous redonner l'ordre de passage. Ça va être Nicolas Pereira qui va commencer pour ces différentes questions. Merci pour ces questions. Sujet passionnant effectivement et qui recoupe des enjeux qui ont été cités. Alors je disais tout à l'heure que la surface agricole utile de la métropole de Bordeaux, c'est 5000 hectares. Dont une grande partie sont en zone inondable. Donc on verra demain précisément combien de ces hectares sont utilisables en toutes circonstances pour l'agriculture. Parler de ferme urbaine est à notre sens pas la priorité pour permettre à le développement d'une agriculture paysanne. La ville de Bordeaux, elle a effectivement 3 leviers, avec un objectif, c'est protéger, faciliter. Protéger d'abord la ceinture maraîchère de Bordeaux et plus largement l'ensemble des agriculteurs qui peuvent fournir la ville, en effectivement garantissant un accès à la commande publique directement via le CIVU pour favoriser la production locale. Donc l'objectif est d'aller effectivement à 100% d'approvisionnement local pour les cantines. Ensuite, il faut développer dans la ville et soutenir dans la ville l'implantation de marchés, de producteurs qui doivent être plus récurrents à l'échelle des quartiers. Et sur le cadre de la facilitation de l'accès aux consommateurs bordelais, nous proposons de créer un pass agriculteur qui permet l'accès au centre-ville à toute heure et donc qui permet de livrer des produits frais toute la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le secteur bornais, qui est limité à 11 heures, après 11 heures, vous ne pouvez plus accéder au centre-ville, eh bien, un agriculteur maraîcher, le matin, il est sur son exploitation et l'après-midi, potentiellement... pardon? Oui, exactement. Vous pourrez répondre. Donc, prenez vos notes. Si on veut effectivement pouvoir permettre aux agriculteurs qui sont proches de la métropole de Bordeaux de pouvoir livrer des produits frais sur la métropole de Bordeaux et de les distribuer directement avec le réseau de commerçants, eh bien il faut leur permettre d'accéder au centre-ville tout le temps pour pouvoir livrer les produits frais et donc avoir un accès facilité pour les consommateurs à des produits frais en direct et donc moins cher que s'ils passent par des intermédiaires. Dès lors que vous ajoutez un intermédiaire, vous ajoutez 10 à 20% sur le prix de vente final du produit. Je vois que vous faites un signe que c'est plus élevé. Je parle d'un intermédiaire de livraison, donc de distribution, c'est-à-dire si l'agriculteur, on lui dit, eh bien vous venez aux mines par exemple, livrer, et ensuite on a un service de livraison qui va en ville, eh bien à ce moment-là, ça rajoute entre 10 et 20% de coûts supplémentaires sur les produits frais qui seront vendus par les commerçants qui auront accès à ces produits. Donc l'accès en direct est fondamental pour garantir
le prix le plus accessible possible et pour faire rentrer les agriculteurs dans la ville. C'est un vrai sujet de reconnecter la ville de Bordeaux, les citoyens qui y vivent, avec son territoire agricole, en permettant aux agriculteurs de venir le plus souvent possible et le plus directement possible au contact des consommateurs et de pouvoir présenter leurs produits aux consommateurs au meilleur prix. Merci. Il reste un tout petit peu de temps et il me semble que dans la question d'Andika, il y avait aussi l'accessibilité à ces marchés publics. En fait, comment ces producteurs, ces agriculteurs qui voilà, sont au plus près du vivant, il le disait aussi, donc qui ont des productions qui sont liées autant, voilà, que ce n'est pas forcément des énormes productions, comment ils peuvent avoir accès à ces marchés publics-là? C'est bien qu'ils aient accès à la ville, mais comment ils peuvent avoir accès à ces marchés publics-là? En l'occurrence, le CIBUS, c'est 23 000 repas, donc par rapport à la population de la métropole, c'est très très peu quand même. Pardon ? Oui, non, mais par rapport aux habitants de Bordeaux, Delphine. En fait, la commande publique étant normée par un cadre réglementaire qui ne facilite pas le gré à gré dans ce cas-là, il faut que les agriculteurs puissent s'organiser pour répondre collectivement à ces appels d'offres parce qu'on est contraint par le cadre de l'appel d'offres. C'est pour ça qu'on se concentre, nous, davantage sur l'accès aux consommateurs bordelais, qui peut être facilité par de la vente directe, parce qu'effectivement, la commande publique, elle est contrainte par un cadre réglementaire qui ne peut pas être modifié de manière autonome. Merci. C'est à Alexandra Sarri de répondre à ces questions. Bon, elles ne sont pas simples, ces questions. Si on veut vraiment être très honnête, alors d'abord, tout faire pour sécuriser les fermes qui existent encore et la ceinture maraîchère, ça je crois qu'on a tous mal au cœur de savoir que ça s'est réduit et qu'on veut tout faire pour les sécuriser et les protéger. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Bordeaux ne peut pas vivre en autarcie alimentaire, ni Bordeaux Métropole, et que donc on ne va pas s'inventer la possibilité de créer des fermes à Bordeaux pour nourrir les habitants, c'est peine perdue, d'autant qu'il faut aussi avoir la lucidité de savoir qu'on va continuer à accueillir des gens et qu'on ne peut pas rester enfermé entre nous parce qu'en fait, on fait des enfants, on fait des petits-enfants, on circule, donc on va être de plus en plus nombreux, donc on va un peu construire en hauteur, mais il y aura une tension qui sera très importante. Donc en effet, l'enjeu principal, c'est de savoir comment les producteurs peuvent venir à Bordeaux. Je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au mur du système de bornes à 11 heures. Alors Delphine a l'air de dire que les agriculteurs et les producteurs n'ont pas le temps, n'ont pas la possibilité de venir distribuer ou de venir en ville après 11 heures. Je ne sais pas, à mon avis, il y a des choses qui peuvent probablement se faire pour qu'ils puissent accéder plus facilement à la ville. Il y a peut-être aussi des choses à envisager avec le fret fluvial pour essayer de voir dans quelle mesure, en passant par le fleuve, cette production peut venir. J'en reviens parce que c'est un peu une obsession, mais je pense que c'est important. Il faut aussi que le plus grand nombre de gens possible en aient le désir et en aient l'envie. Et donc, il n'est pas évident qu'aujourd'hui, un si grand nombre de Bordelais que ça le souhaitent, que les producteurs viennent. Donc je pense qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire sur l'intérêt que les producteurs puissent accéder à la ville. Il me semble absolument indispensable, en tout cas, que des marchés de producteurs soient installés dans des quartiers qui n'ont aujourd'hui pas suffisamment de réponses pour les fruits, les légumes et des produits absolument indispensables. Delphine a dit tout à l'heure une épicerie aux aubiers. Oui, c'est vrai qu'un certain nombre de quartiers ont besoin d'avoir des marchés de producteurs, mais aussi de grossistes, parce que moi je ne veux pas opposer les producteurs et les grossistes. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et puis il y a une autre question aussi qui doit pouvoir se voir, c'est que, ou s'envisager, c'est que il faut que les producteurs puissent plus facilement venir à Bordeaux, mais il faut aussi que les Bordelais puissent plus facilement aller dans les territoires girondins, parce que l'agriculture, elle est aussi dans le territoire girondin. Or aujourd'hui, pour rentrer à Bordeaux, pour sortir à Bordeaux, c'est aussi compliqué. Donc nous, on défend la nécessité que Bordeaux, en grand, s'envisage au cœur de son territoire girondin.
en espérant que grâce notamment au RER urbain et à des coopérations qui peuvent se développer, eh bien, on puisse aussi aller chercher des produits ailleurs que nécessairement à Bordeaux. Dernière petite chose, on ne va pas s'inventer des compétences que nous n'avons pas. Donc il y a quand même la région, et la région, c'est une institution qui s'occupe de l'aménagement du territoire, de l'agriculture. Elle est en lien avec la métropole, et nous, on peut être un acteur massif sur la solidarité, sur la démocratie alimentaire, mais et il faut évidemment, donc pour les marchés, il faudrait qu'on puisse défendre l'exception alimentaire comme l'exception culturelle en France est défendue, pour qu'en effet les producteurs puissent atteindre nos marchés publics. Mais il me semble que le lien que nous avons avec le reste du territoire girondin doit être travaillé autrement. Merci. Juste pour la question des producteurs, je trouve qu'on parle beaucoup de comment accéder à la ville, on parle beaucoup de... Voilà, mais c'est pas exactement les questions qui vous ont posées, si je peux me permettre. Enfin, c'était quand même comment accéder au marché public et comment faire en sorte qu'ils soient bien représentés sur les marchés en règle générale. Voilà, je me permets d'être parole sur ce sujet-là. J'espère avoir répondu en disant qu'il fallait l'exception alimentaire comme l'exception culturelle sur l'accès au marché public. Ce qui voudrait dire qu'ils aient des stands réservés pour eux. Alors ça, vous parlez des marchés, mais en tout cas dans les marchés publics, parce qu'il y a les marchés et les marchés publics. Oui, donc dans les marchés publics, en effet, Nicolas l'a dit, il y a des choses qui nous sont un peu imposées. Mais il faut pousser le plus possible la réglementation, parce que honnêtement, je pense qu'ici, à cette table, tout le monde aurait envie que les producteurs puissent participer massivement et prioritairement au marché. Donc il y a quand même un certain nombre de difficultés juridiques. Et après, nous, on est favorable au fait que les producteurs puissent avoir des places dans les marchés à Bordeaux. Ah, merci, voilà. Merci beaucoup. On va passer à Emmanuel Julien sur cette question. Merci. Juste en introduction, nous, on sait que c'est le système industriel productiviste et la grande distribution qui posent le problème fondamental en fait, derrière tous ces sujets. C'est eux qui captent la plus grosse part de l'argent. Alors c'est des chiffres de 2020, désolé, mais sur 100 € dépensés, il n'y a que 6 € qui reviennent aux agriculteurs et agricultrices. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez aberrant. C'est eux qui font la loi sur les prix. Il y a déjà eu des histoires de cartels où ils s'entendaient sur les prix de ceci et de cela. C'est eux qui empêchent, au fond, avec ces profits et avec cette mentalité du profit, de se nourrir correctement et de produire dignement. Par rapport aux différentes questions, il y en a beaucoup, mais qui ont été posées, bien sûr, nous on est pour lutter contre l'artificialisation des sols, et c'est pour ça qu'on s'est opposé et qu'on continuera à s'opposer à tous les grands projets inutiles qui viennent popper, qui font du chantage à l'emploi, et bien sûr, par contre, on est pour continuer et même aller plus loin sur les jardins partagés, les jardins collectifs, sur les fermes urbaines qui sont en train de sortir. Mais au-delà du fait de sortir, c'est s'assurer qu'elles continuent à avoir les moyens pour que les gens puissent s'en saisir, puissent s'y investir et puissent en profiter. Également, sur le sujet de comment produire sur le territoire bordelais et sur la métropole, alors c'est un sujet un peu sensible, mais on pense quand même qu'il faut remettre en question, qu'il faut revoir le modèle de la vigne, qu'il faut reprendre les terres en fait au lobby du vin, et si on veut pouvoir s'alimenter en fait un jour sur notre territoire, parce que c'est un modèle qui est mortifère, c'est un modèle qui est à l'export, c'est un modèle polluant et qui est fragile. Et fragile, on le voit avec les taxes par les différentes administrations Trump. C'est pas un modèle qui nous convient.
Et au-delà de ça, on subventionne, alors beaucoup veulent subventionner, continuer à subventionner, faire de la fête du vin, de la cité du vin une vitrine. Alors c'est très bien, mais le problème, c'est que ça se fait au détriment des conséquences sociales, des conséquences sanitaires et écologiques du vin, qui, je le rappelle, est de l'alcool. Et je me permets de citer l'OMS, mais il n'y a pas de niveau de consommation d'alcool qui soit sans danger pour la santé humaine. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Ça ne veut pas dire fini le vin, ça veut dire ouvrir le débat, remettre en question ce système de la vigne qui est partout à Bordeaux. Du coup, on a parlé aussi de l'accès au marché public, de l'accès au marché de producteurs. Nous, il y a un système qu'on défend, et on en a parlé avant avec les services publics, mais ce serait une régie publique agricole, qui est un système qui permettrait en fait d'une part de partager la responsabilité de la production, c'est-à-dire que, et ça rejoint le sujet de la démocratie en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait collectivement, à l'échelle de la municipalité, décider de ce qu'on veut produire, de ce dont on a besoin, et accompagner les agriculteurs et agricultrices sur la production en fait, et sur un modèle de salariat qui est beaucoup moins précarisant pour celles et ceux qui le veulent bien sûr. Et il y a des exemples de villes en France où c'est fait et où ça réussit. Et ça permet du coup justement d'accéder, en fait c'est même plus d'accéder à la commande publique, c'est de répondre à la commande publique au niveau municipal. Voilà, pardon, Vous êtes dans les... Pardon, j'avais juste un dernier point, je suis désolé. C'est que, effectivement, désolé, on sait que pour réaliser une transition agri-écologique, il va falloir, alors à l'échelle nationale, 1 million d'agriculteurs et d'agricultrices sur le territoire. Et on a besoin de former et d'attirer sur ce métier, de revaloriser ce métier, ces métiers, pardon. Et plutôt que d'avoir une énième école de commerce ou de code qui fait des formations en 6 mois, privées, et qui prend de l'argent public, il faudrait qu'on puisse justement former et attirer sur ces métiers. Pardon. Merci. C'est à vous, j'ai vu que vous avez pris aussi pas mal de notes sur ce qu'on dit les autres candidats. Oui, alors, si vous m'accordez quand même 30 secondes pour remettre certaines pendules à l'heure et des choses fausses qui ont pu être dites, les agriculteurs ont droit d'accès à la ville de Bordeaux en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Tout agriculteur qui veut accéder à la ville de Bordeaux, H24, peut s'inscrire sur la ville de Bordeaux et y accéder. Je voulais dire... Oui, mais sous réserve que la mairie le valide. En fait, dès qu'ils sont agriculteurs, dès que la Chambre d'agriculture dit qu'ils sont bien agriculteurs, etc., ils sont validés, donc ils ont accès à tout le périmètre borné de la ville de Bordeaux. C'est comme ça. C'est ça, c'est ce qui a été mis en place, il n'y a pas de problématique là-dessus. Je voudrais revenir, un agriculteur est là pour... Un agriculteur est là pour cultiver et pas faire des livraisons en porte-à-porte dans la ville de Bordeaux. Nous, on doit faire en sorte qu'il y ait des plateformes logistiques pour les accompagner là-dedans. Sinon, ils ne sont pas dans leur champ. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'un agriculteur, quand ça leur renchérit le prix. Ça, pas forcément, parce que si c'est des plateformes logistiques très bien pensées publiques, ça ne renchérit pas le prix. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est ce qu'on est en train de travailler dans le cadre du plan alimentaire territorial, dans le cadre du programme Récoltera, où la métropole a été lauréate avec la Banque des Territoires. Nous travaillons sur ce sujet de plateforme logistique en amont de Bordeaux pour pouvoir délibérément œuvrer pour que les agriculteurs puissent avoir accès à la ville. Je voudrais redire aussi autre chose. Ce que j'ai entendu sur l'accès à la commande publique par rapport à la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac. La cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac, j'ai dit tout à l'heure, c'était 70% de bio. Dans ces 70% de bio, c'est 74% de local, c'est-à-dire région Aquitaine et département limitrophes. Effectivement, ce n'est pas département de la Gironde, ce qui est impossible quand on fait 23 000 repas par jour. Aujourd'hui, la production en Gironde maraîchère ou d'élevage n'est pas suffisante pour répondre à la capacité de la cuisine centrale de Bordeaux.
parce que nous sommes dans une monoculture, voire deux cultures, le pain et la viticulture, et qu'il n'y a pas encore accès assez de maraîchers et d'agriculteurs diversifiés en Gironde. Donc on fait travailler l'ensemble du territoire. Effectivement, le sujet de l'accès à la commande publique. Comment ces agriculteurs ont accès à cette commande publique? Ils y ont accès en se regroupant dans des coopératives. Et donc c'est ce qui se fait aujourd'hui sur les 9 plus gros fournisseurs de la cuisine centrale. C'est plus de 400 producteurs qui sont impactés, 400 producteurs de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Charentes, de la Dordogne, de la Charente-Maritime, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a mis dans nos marchés publics? On a mis des critères de commerce équitable. On a été reconnu comme l'une des plus grandes cuisines centrales de France à avoir mis le plus gros taux de commerce équitable. Aujourd'hui, les agriculteurs se battent pour avoir un taux de commerce équitable avec une loi Egalim modifiée de 10%. La ville de Bordeaux et sa cuisine centrale, on en est à 15% et c'est du commerce nord-nord, c'est-à-dire c'est une juste rémunération pour les producteurs locaux et français. Aujourd'hui, toutes les viandes viennent du Périgord. Aujourd'hui, on a relocalisé de l'ail qui venait de Chine parce qu'on était livré par Pomona jusqu'à avant 2020. Aujourd'hui, c'est de l'ail qui vient du Gers. Aujourd'hui, dans nos cahiers des charges, ce qu'on met dans nos cahiers des charges aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de la pomme calibrée ou de la poire calibrée pour que chacun ait sa pomme, mais bien une pomme qui est au poids. Et dans les cantines, on partage la pomme en deux. Si elle est trop grosse ou si elle est trop petite, on met 3/4 de pomme. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de structurer les filières justement pour faire en sorte qu'il y ait plus de protéines végétales. Et donc c'est du travail de long terme parce que pour la capacité alimentaire de la cuisine centrale, c'est un travail de long terme. Je voudrais revenir aussi sur un autre événement, sur les marchés de plein vent. Excusez-moi, mais je suis obligée de dire des choses. Donc notre objectif, c'est 100% de bio, qui ne sera pas 100% local parce que des bananes et des oranges, aujourd'hui, on ne cultive pas en France, donc ça ne pourra pas être local. Donc très clairement, on va être sur du 100% bio. Et pour ça, il faut une nouvelle cuisine centrale qui soit en capacité de pouvoir créer des recettes à partir de produits bruts, et c'est bien l'enjeu pour sortir de l'agroalimentaire où aujourd'hui la portion est congrue au sein de la cuisine centrale. Un autre exemple, marché public, accès marché public, si je peux me permettre très rapidement, la cantine municipale. Alors, marché de plein vent. Je vous donne mes 36 secondes, Delphine. Merci. Tu me donnes mes 36 secondes? Merci. Donc, marché public de la cuisine municipale Elior, donc c'est une délégation de services publics pour les agents de la ville de Bordeaux. 2020, 4% de bio. 2026, 46% de bio, parce qu'on a on a fait un cahier des charges et donc Elior y a répondu avec aussi une relocalisation. Et dans le cadre du plan alimentaire territorial, les agents de Bordeaux Métropole ont envoyé des messages à des agriculteurs locaux pour permettre à Elior de s'approvisionner localement. Et dans ce cadre-là, il y a un partenariat qui a été fait avec Bordeaux Métropole en accompagnement, MBSO et Elior, qui font appel à des producteurs locaux. Achat de terrain agricole par Bordeaux Métropole dans le cadre du programme de co-développement entre Bordeaux Métropole et les communes. Il y a de l'argent qui est mis par Bordeaux Métropole pour faciliter aux communes l'achat de terrain agricole. C'est comme ça qu'il y a des fermes qui se sont montées à Forac, à Gradignan, à Senon, à Bassins, à Lormont. Et on va continuer, bien entendu. Et si je peux me permettre, marché de plein vent, nous sommes passés de 10% à 35% de producteurs sur les marchés de plein vent. Il faut aller encore plus loin, et ce que nous souhaitons faire. Merci. Alors, du coup, Donc, je vais aussi commencer par répondre. Madame Thierry, vous avez parlé de l'hébergement d'urgence. Vous connaissez très bien quelqu'un qui a été ministre du budget, député macroniste et qui a fait baisser les nombres de places d'hébergement d'urgence en continu dans ce pays et dans cette ville. De la même manière, par l'aide alimentaire, je ne sais pas si vous... j'espère bien que vous aurez le droit de répondre. Je ne sais pas si vous le savez, l'aide alimentaire, on est en train de baisser l'aide aux associations. Il y a une énorme association qui s'appelle Linky ou Linktree, je confonds toujours son nom, où il y a des files d'attente d'étudiants, Linky, oui, Linky. Il y a des files d'attente d'étudiants, je pense que vous avez tous vu ces vidéos-là. On vient de baisser de 70% le budget de ces associations-là dans le dernier budget de l'État, qui a été voté en partie par les alliés de Madame de Delphine, qui sont les socialistes. Et
Le plus à 1 euro, c'est 500 000 euros. C'était vraiment 500 millions, pardon. C'était vraiment rien. Et puis elle a une petite réponse à Nicolas Pereira. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec son candidat Philippe de Sertine qui disait il n'y a plus d'argent, Monsieur Raymond, vous voulez loger tout le monde, oh là là, quelle horreur, et nourrir les gens. Et puis alors là, je lis son programme et vous voulez passer le budget de la sécurité de 16 à 80 millions. Alors il n'y a plus d'argent, mais vous arrivez à quadrupler le budget de la sécurité à Bordeaux. Là où pour que tout le monde ait les chiffres, en fait, 16 millions, le budget du CCS, c'est-à-dire de l'aide sociale dans cette ville, c'est 16 millions. Donc la liste de monsieur veut faire plus que x4. Le budget de la culture, qui est une compétence directe de la mairie de Paris, c'est de la mairie de Bordeaux, pardon. C'est 55 millions. On veut qu'il y ait plus d'argent dans la police municipale qu'il y a dans la culture et qu'il y a dans les aides sociales. Et ben c'est pas notre projet de société. Nous on veut mettre de l'argent là où on pense qu'on en a besoin. Et c'est pas méchant du tout, c'est juste des visions politiques des choses. Vous êtes des libéraux, tout va bien, vous avez le droit. Il y a eu beaucoup de questions et des questions absolument intéressantes et j'espère que vous comprendrez parce que si j'oublie d'en dire, je crois que le principal, sur les questions agricoles, le principal c'est sanctuariser le foncier. Le sanctuariser et aussi le développer. On a besoin d'une ceinture nourricière. C'est pas vrai que ce n'est pas possible. S'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, vous avez connu Bruges, vous avez connu tous ces endroits où il y avait des maraîchères et des maraîchers. Le souci, c'est qu'on a trop artificialisé de sol, on a trop donné des sols à des promoteurs immobiliers. Et là-dessus, malheureusement, Delphine, j'ai été très d'accord avec tout ce que tu as dit sur Ville Centrale. Vous avez continué avec la rue Bordelaise, vous avez continué avec Cœur Atlantique, vous avez continué tout ça avec les promoteurs immobiliers. Et il faut absolument sanctuariser. Bah oui, c'est un débat, je vous parle, tout va bien. Excusez-moi, ça s'appelle la démocratie, on se parle, tout va bien, je vous agresse pas. Donc bon bref, voilà, il faut sanctuariser des terrains, c'est le plus dur pour les agricultrices et les agriculteurs, c'est qu'ils puissent avoir accès à des terrains, et ça sans la puissance publique, sans utiliser le droit de préempter, ce qui a été fait par la mairie, si je puis dire aussi des choses bien, sans utiliser le droit de préempter, c'est pas possible. Et donc sanctuariser, le refus des grands projets inutiles, c'est absolu, puisque vous le savez, notamment le GPSO et la LGV va remettre en cause des terres agricoles, des terrains qui seraient très utiles pour pouvoir nous nourrir. La sécurité sociale de l'alimentation, on en a parlé. La commande publique, il y a eu une question sur la commande publique. La commande publique, c'est essentiel, c'est évident. Il y a des problèmes sur les marchés publics parce que le droit nous empêche parfois d'orienter la commande publique. Ça me fait penser d'ailleurs à la PAC, parce qu'on on parle beaucoup de comment on peut faire des fermes à taille humaine. Or, vous le savez, la PAC pousse avec l'aide à l'hectare à ce que ce soit des grosses fermes avec des gros tracteurs qui polluent beaucoup. Et donc le maire de Bordeaux, il doit aussi faire de la politique, il doit aussi monter à l'échelle européenne, demander une réforme de la PAC pour qu'il puisse y avoir des agriculteurs qui s'installent en ayant des aides autres que les aides à l'hectare. Je crois que le rôle du maire de Bordeaux, ce n'est pas que gérer sa ville tranquillement chez soi, c'est aussi de faire de la politique et de porter des messages clairs là-dessus. Il y a eu la question des producteurs-revendeurs. Vous savez peut-être, dans 2 ans je crois, ou dans 1 an, on va pouvoir repasser le marché des Capucins, qui est le ventre de Bordeaux, en régie publique. Faisons-le, empêchons que ce marché soit un marché de producteurs ou un marché de restaurateurs. Je suis restaurateur, donc je peux le dire d'autant plus. Il faut qu'au marché des Capucins, on puisse trouver des producteurs, pas que des revendeurs, qui produisent eux-mêmes les fruits et légumes et qu'on puisse aller acheter là-bas. C'est le cas aussi sur le marché des Chartrons. C'est pratiquement impossible pour les gens d'aller acheter sur le marché des Chartrons. Il faut que les marchés restent des lieux où on va pour se nourrir et que ça ne devienne pas que des grandes halles de restauration. Et il y avait une question, on a parlé d'appel d'offres. Dernière réponse. Oui, je crois qu'il faut créer une ingénierie et on veut le faire. L'appel d'offres, c'est la mort de la politique. C'est-à-dire qu'on lance des appels comme ça et puis celui qui est le mieux préparé à pouvoir y répondre, c'est pareil dans la culture, c'est pareil dans plein de domaines, et bien à la fin il a le marché. Et bien il faut créer de l'ingénierie, il faut qu'il y ait des fonctionnaires, là où tout le monde veut en supprimer. Nous pensons qu'il faut des fonctionnaires qui accompagnent les paysannes et les paysans pour pouvoir remplir les appels d'offres et pouvoir accéder au marché public. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Effectivement, je sais que ça peut être un peu frustrant en fonction de son ordre de passage, mais c'était aussi le deal de départ. On a beaucoup de questions des citoyennes et des citoyens qui sont venus vous voir aujourd'hui. Donc Donatien est en train de trier les questions. Peut-être on va commencer par celle-ci. Merci déjà à tout le monde et merci aussi pour tenir par ce froid parce que je sais pas vous mais voilà. Merci pour toutes vos questions et je commence par celle-ci. Les deux sont liés. Est-ce que tout le monde répond aux questions?
Voilà. Bon, voilà. De toute façon, on va avoir 10 minutes de questions et puis ensuite... mais il y avait une qui était bien aussi, que tu es parti avec. C'est des questions de personnes dans le public. Donc peut-être la première, est-ce que vous allez supprimer la publicité pour la malbouffe dans l'espace public? Vous pouvez, pareil, peut-être dans ce cas-là, dans l'ordre dans lequel vous êtes... Allez Nicolas, comme ça tu... Ça inspire. Je commence de toute façon, nous... Je vous couple avec une autre question, pardon. On pose aussi la question des quartiers comme les Aubiers et Ginko, où il n'y a que des fast-food et il n'y a pas d'offre, que de la malbouffe, c'est écrit, et pas d'offre de qualité. Voilà, qu'est-ce que vous comptez faire dans ces quartiers-là en particulier? Alors, la question en lieu. Au global, on est contre la pub, tout court. Donc on est effectivement contre la pub pour la malbouffe. Ça a été fait, alors je sais que c'est pas en France, ça a été fait à Londres, dans le réseau de transport en commun de Londres, et ça a permis, selon des études, de baisser de 96 000, je crois, en tout cas un peu moins de 100 000, le nombre de cas d'obésité, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quelque chose forcément sur lequel on est contre et sur lequel on voudra se battre. Et pardon, sur la deuxième question, donc effectivement, dans les quartiers populaires, mais à plein d'endroits, les offres de malbouffe, c'est un sujet, en même temps, on ne peut pas juste dire on enlève les restaurants, parce que c'est aussi parfois des lieux de sociabilisation. Donc c'est comment on accompagne, comment on favorise avec potentiellement de la préemption des locaux et de l'aide et de l'accompagnement à des cantines populaires, à des restaurants publics, à des épiceries solidaires. Comment on aide plus sur ces sujets-là. D'ailleurs, à ce sujet, c'était aussi à proximité des lieux des établissements scolaires, empêcher en fait l'installation de fast-food, de restaurants qui vendent de la malbouffe. Merci beaucoup. Depuis jamais je vous ai vu hocher la tête en disant c'est interdit d'enlever ces publicités-là sur la fait, c'était une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Et tant que la loi n'est pas modifiée, ça s'avère être de la censure pour une ville d'interdire ça auprès des annonceurs. Donc la ville, effectivement, peut être mise en justice, être portée en justice et perdre beaucoup d'argent de la part des annonceurs, où on est face à des McDonald's, etc. Et donc très clairement, ça peut être lourdement et chèrement payé. Donc c'est là, on a besoin d'une loi, et c'est pareil pour les avions, les voitures, etc. On a besoin d'une loi, et on a besoin que les législateurs suivent ce qu'avait recommandé la Convention citoyenne. Merci. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet? Et puis après, effectivement, on pourra se parler autour d'un verre pour se... Non, moi non, sur le sujet, elle a bien répondu. Non, sur les aubiers, puisqu'il y avait une des questions sur les aubiers, bon là... comment apporter de la nourriture de qualité dans ce... Non, comment tout apporter aux aubiers, puisque aujourd'hui, le centre d'animation est en croix, il n'y a pas d'activité, il y a une supérette et un café, mais ça ne va pas du tout. Donc aux aubiers, il y a une chose qui est très importante, c'est soutenir toutes les femmes des aubiers qui veulent monter leur auto-entreprise autour des plats cuisinés qu'elles préparent, et avoir un centre d'animation enfin rénové dans lequel ces femmes peuvent se retrouver et puissent faire ce qu'elles savent plutôt très très bien faire. Des grands repas avec l'ensemble des habitants du quartier. Mais là, oui, il y a un plan d'urgence qui se met en œuvre, mais qui est lent à aboutir. Dominique me dit qu'il y avait aussi une bibliothèque qui faisait un très beau travail aux Aubiers. Je les cite. Rapidement, on peut en effet modifier et réformer le règlement local de publicité intercommunale. C'est compliqué, on peut se faire débouter en effet, mais ce qu'on peut faire, c'est limiter la place de la publicité tout simplement dans la ville. Il y a trop de publicité dans cette ville et dans les villes globalement. Les publicités invitent essentiellement à acheter de toute façon et à consommer, donc au-delà de la malbouffe, c'est tout un modèle aussi d'économie qui a critiqué, donc ça la mairie peut le faire, c'est limiter la place de la publicité dans la ville. Et ensuite sur les aubiers, en effet,
il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qu'il faut déjà faire, c'est écouter les gens qui y vivent. Les habitantes et les habitants ont des choses à dire, ont des projets à porter. Moi, j'y étais ce matin, en plus, où il y a tout un tas de gens qui sont très engagés dans ce quartier. Il y a plein de choses qui s'y passent, seulement il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de local, et c'est encore plus compliqué. Il y a un racisme systémique qui s'y développe, comme se développe partout dans les quartiers populaires en particulier. Et donc, plutôt que d'avoir là aussi un regard un peu paternaliste en disant qu'est-ce qu'on peut faire, c'est aussi comment on peut écouter les habitantes, comment on peut les associer à la décision. Et je crois que là, sur le mandat qui vient de passer, on a eu un gros problème de démocratie locale et c'est vraiment très dommage. On va commencer le débat maintenant. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Donc je vais juste sur le sujet de la publicité, effectivement la réglementation locale, elle dépendra de la réglementation nationale. Je vais quand même répondre à Nordine sur ce qu'il mentionnait. On parle de chiffrage, donc la sécurité sociale alimentaire généralisée, 150 € par mois par habitant, puisque c'est la proposition, c'est 477 millions d'euros par an pour la ville de Bordeaux, soit l'équivalent de son budget complet pratiquement, un peu moins, mais quand même. Donc je crois que niveau financement des mesures que vous comptez mettre en place, on peut en discuter. Et donc, on verra comment ça marche. Mais votre collègue à l'autre bout proposait une solution, taxer les intermédiaires et taxer les pollueurs, que des décisions nationales. Donc du coup, finalement, c'est impossible à mettre en place au niveau local. Donc voilà, promesse non tenue, bravo. Est-ce que on s'arrête là-dessus parce que je vous propose, c'est quand même qu'on... Enfin, déjà, vous remercier tous les intervenants et intervenantes d'être venus, vraiment les associations, parce que c'était un travail énorme pour elles d'organiser ça ce soir. Et je vois plus le monde qu'il y a ici. Je pense que l'accès à une localité accessible qui rémunère correctement les paysannes et les paysans intéresse tout le monde. Moi, je vous encourage dans le public à vraiment aller lire les programmes de chacun des candidats. Ils sont accessibles sur leur site. Vous les téléchargez, vous faites un pomme F, alimentation, agriculture, tout ce que vous voulez. Voilà, vous allez voir les mesures qui sont proposées, en tout cas dans leur programme de 24-25 pages. Et puis d'aller leur parler, ils sont là, donc c'est aussi l'occasion si j'allais y venir. Merci à tout le monde, vraiment, merci beaucoup d'être resté par ce froid.